France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi aujourd'hui, donc c'est la dernière de cette première semaine de l'année 2017 pour ce grand forum LGF jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui, et comme la plupart des vendredis d'ailleurs, la baronne Bouchra. Comment ça va, Bouchra? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi, et vous? Oui, comment impeccable. allez-vous? Ouais, impeccable, nickel. Jusqu'à 18h30 avec tout à l'heure, entre 18h et 18h30, on retrouvera la Myanmar bien sûr pour l'éphéméride et les quelques événements qui ont marqué. Il y en a pas mal d'ailleurs ce 6 janvier. Et puis nous écouterons une interview d'une réalisatrice palestinienne, puisque ça sera le coup de cœur de Tarek Mami tout à l'heure, d'un film palestinien qui est vraiment à voir, ça s'appelle 3000 nuits. Donc à voir, on en reparlera donc tout à l'heure. Et puis le j'aime ou j'aime pas bien sûr, les avis tranchés. Bouchra, on va parler de quoi avec toi? Alors moi je vais parler de l'égalité femmes-hommes, et je vais surtout parler à vous messieurs, je vais vous exprimer un petit peu de pourquoi vous devez devenir féministe. Ah bah en tout cas ça y est, Manuel Valls il l'est lui, oui, hein, mais féministe. bon, hein, oui, paraît-il, donc, c'est ce qu'il a dit. Justement, en parlant de Valls, on fera un focus sur l'échange qu'il a eu avec une certaine Atika Trabelsi hier de l'association La Lab. Ce fut intéressant, à plus d'un titre. On va décortiquer ce passage télé hier soir. Manuel Valls qui a pas fait une véritable bonne audience hier, regardé par 1 907 000 téléspectateurs, une part de marché de 8%, ce qui est sensiblement beaucoup moins que, en tout cas, ses concurrents de droite, en tout cas Juppé et Sarkozy. Mais voilà, donc ça n'a pas intéressé grand monde. Cela dit, à un moment de cette émission nous a interpellé, et donc on va faire un focus là-dessus tout à l'heure. On parlera bien sûr de l'actualité et de ces écoles turques. Enfin, tu sais qu'il y a des écoles au Maroc. Qui sont apparemment financés par un prédicateur qui est l'ennemi numéro 1 du pouvoir turc, et la Turquie s'est rapprochée du royaume du Maroc pour demander la fermeture de ces écoles. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. J'en ai pas entendu parler. Et ben voilà, de toutes ces infos qu'on n'entend pas parler, il faut se mettre à l'écoute du LGF, c'est là que ça se passe. Oui. Je vais saluer Oui. parce que c'était un véritable coup de cœur lorsque je l'ai vu. Alors c'était au spectacle Amana, je crois. J'en suis même sûr. Amana Comedy Show. Voilà. Gaëlle, comment ça va, Gaëlle? Ça va, super. Comédienne. Oui. Alors ton binôme, il est où? Mon binôme, elle est à la maison à la varicelle. Ah ouais? Elle va nous tuer. Elle a déclaré. Elle a 20 ans, elle a la varicelle. Ah ouais. Pourtant, elle vanne bien quand même quand elle est avec toi, mais là. mais là, on la vanne bien là. Ouais. Elle peut pas Alors, se défendre, j'en là, profite. Elle fait bien la maline d'habitude. Ouais, d'habitude elle gaze, mais là. En tout cas, voilà, Gaëlle et Linda. On peut retrouver tous les jeudis soirs et les samedis soirs au théâtre du gymnase, en première partie du spectacle. Mon nom est Patson. Ah, très bien. Donc demain soir au théâtre du gymnase. Ça, demain falloir soir. que je vienne faire un petit tour quand même. Ah oui, quand tu veux, hein. Ouais, T'attends, hein. Bienvenue. Même Patson, t'attends, hein. Ouais, bah oui. D'ailleurs, on a fait une petite dédicace sur Radio Africa numéro 1. Nous aussi, on leur fait une petite dédicace, hein. Bah, dédicace à vous, les gars. Voilà. La radio France Maghreb 2. Bien sûr. Donc Gaëlle et Linda retrouvés tous les jeudis soirs et samedi soir au théâtre du gymnase en première partie de Patson. Donc franchement, je vous les conseille. Moi, je suis tombé sous le charme. Voilà, c'était un bon moment de rigolade. Vous êtes fortes, les filles. Merci. En fait, vous reprenez, pour faire simple, vous reprenez les clichés des différentes cultures. Voilà, c'est ça. Et puis elle casse les stéréotypes aussi de tout ce qu'on peut voir. Bah, moi, comme je suis dans le milieu un petit peu féministe, c'est un peu féministe voilà. aussi. Bon. On reste dans la même thématique. C'est ça. Voilà, donc nous voilà partis. Donc Gaëlle, tu restes avec nous? Oui, bien sûr. Voilà, cool. Il y aura Tarek Mami qui va nous rejoindre dans quelques instants, bien sûr, sur France Maghreb 2. On va commencer comme d'habitude par le zapping. C'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec ce beau geste d'un agriculteur qui héberge des migrants. Jugé pour héberger des migrants, voici l'histoire de Cédric. Dans la vallée de la Roya, Cédric Héroux récolte des œufs et des olives. Depuis 1 an, il recueille également des jeunes hommes et des jeunes femmes perdus. Des migrants arrivés d'Italie de nuit, transis, démunis de tout, pour demander l'asile ou traverser la France. Alors Cédric les héberge, les soigne, les aide à repartir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est leur dire non, tu viens pas chez moi, tu vas errer dans les rues du village. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas ennuyé par la police et la justice, c'est qu'on fait un travail qui a son utilité, pour l'ensemble de la population. C'est que ces gens-là, ils sont ici, ils sont posés ici, ils mangent, ils dorment au chaud, et ça évite des problèmes, quoi. Cédric a rejoint un groupement de citoyens de la vallée de la Roya qui veulent faire respecter les droits des jeunes migrants.
En octobre dernier, nous étions là quand Cédric a été averti que 2 jeunes Africains étaient retenus par des militaires sans la présence obligatoire d'un gendarme. Cédric intervient, calmement mais fermement. Association Royale Citoyenne. Association Royale Citoyenne. Allez, au revoir, bonne journée. Et il emmène les jeunes migrants. Inadmissible pour les autorités qui reprochent également à l'agriculteur d'avoir réquisitionné une gare désaffectée pour abriter les habitants clandestins de la vallée. Ils en seront expulsés. Cédric, lui, a toujours revendiqué ses actes et pris ses responsabilités. Et si je dois prendre un peu quelques risques pour protéger des gamins de 14 ans, 16 ans, tant pis. En théorie, le délit d'aide aux étrangers leur aide aux migrants. Mais depuis quelques mois, de nombreux juges n'hésitent plus à condamner les Français qui accueillent des réfugiés par solidarité. Et pendant ce temps-là, à la télévision, le député des Yvelines, Henri Guénaud, vient essayer de nous faire pleurer. Député, on n'a pas un salaire mirobolant. 5 100 € net par mois, combien vous arrivez à mettre de côté? Rien. Rien du tout, chaque mois? Rien. Vous savez que ça va continuer à faire étrangler pas mal de Français en entendant. Mais rien, mais moi j'ai commencé ma carrière d'élu à 50 ans passés. Hein, voilà. Donc à 50 ans passés, vous avez des charges, j'habite à Paris, on peut me dire, faut déménager, bien sûr, je vais dire à ma famille, on s'en va. Voilà, je suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze, les loyers sont beaucoup plus élevés, le train de vie que j'avais, même en le réduisant, il pèse plus lourd. Il va arriver à nous faire glisser une petite larmichette, quand même, monsieur Henri Guénaud. Allez, on enchaîne tout de suite avec celui qui est désormais le président du comité de soutien d'Arnaud Montebourg, Guy Bedos, qui parle d'Emmanuel Macron. Ça s'est passé hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5. Sur une personnalité, puisqu'on a fait à peu près tout l'éventail politique, toute l'offre qui se présente pour cette présidentielle, Emmanuel Macron, ovni politique, vous le calculez, comme disent les jeunes aujourd'hui? Je trouve qu'en tout cas, il est très calculé par les médias. Oui. Très avantagé par les médias. Et je le trouve très mignon. Avantagé, vous pensez que c'est la ferveur qu'il y a dans ces réunions, c'est provoqué par les médias? Combien de couvertures de magazines? Oui. Il est beaucoup plus gâté que ne l'est Montebourg, par exemple, et d'autres. Ou Benoît Hamon. Pourquoi, selon vous? Pourquoi, d'après vous? Il a l'âge de mon fils et il veut être président de la République. Moi, dans mon livre, j'écris qu'il serait plus amené à devenir acteur que président. Bon. C'est mon avis et je le partage. Et pour terminer ce zapping, voici ce qui a créé beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux. C'est Attika qui a débattu hier soir avec Manuel Valls dans l'émission Politique. Attika qui fait partie d'une association dont fait partie d'ailleurs Maïssa Leroy, notre chroniqueuse de LGF. Je propose d'écouter cette entame avec Attika. Moment assez intéressant que nous a offert donc cette émission Politique hier soir et surtout la prestation à saluer de Attika Trabelsi hier soir sur France 2. Tout d'abord, en fait, j'aimerais commencer en disant que lorsque j'entends ce genre de discours, je me sens profondément blessée. Je dirais même que, en fait, je me sens humiliée. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, Monsieur Valls, mais en tant que représentant de l'État, vous légitimez des discours qui engendrent des violences à mon égard. C'est une somme de petites agressions et ça devient fatigant, notamment lorsque j'arrive devant une banque et que l'on m'explique que je ne peux pas y rentrer en raison de mon voile, ou lorsque je suis en entretien et en concours, l'on me demande de manière récurrente ce à quoi j'aspire avec ce voile. Vous voyez, j'aimerais que mon histoire soit unique, mais qu'il s'agisse de chiffres, d'associations terrain ou d'études sociologiques, les expériences semblables à la mienne se multiplient. Et je pense notamment aux membres de mon association, comme Maïssa, à qui on a demandé à qui un professeur à l'université a demandé de quitter l'amphithéâtre, ou à Awa et Farah, à qui on a expliqué qu'elle pourrait pas devenir médecin ou journaliste. On aura l'occasion évidemment d'en reparler tout à l'heure parce qu'on va faire un focus là-dessus en écoutant, décortiquant un petit peu ce passage intéressant de cette émission Politique diffusée sur France 2. Bouchra, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans le zapping? Bah écoute, moi en tant que féministe, bien évidemment, l'intervention avec l'association Alab et Manuel Valls, c'est vraiment quelque chose, moi qui me parle et qui me révolte en même temps. D'un point de vue où, voilà, au niveau de la laïcité, au niveau du port du voile, c'est un sujet très 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 sensible pour moi. Le port du voile en France. Mais Henri Guénaud, il t'a pas fait pleurer, non?
Henri Guénaud t'a pas fait pleurer, il Non. touche 5000 euros plus de 5000 euros par mois et il arrive à rien mettre de côté. Bah écoute, C'est dur pour lui. Ouais, mais On va lancer un radioton, je pense, pour Henri Guénaud. moi ça me dépasse ce genre de choses, hein. Moi qui travaille dans le social et qui aide des femmes et des enfants en très grande précarité, ben écoute, j'ai qu'un seul mot à dire, que voilà, qu'on cesse en fait ce genre moi je sais même pas comment ces personnes-là peuvent être médiatisées, tu vois. Il y a d'autres choses à faire que de médiatiser ce genre de personnes, quoi, Et tu cet vois. agriculteur qui est jugé pour avoir hébergé des migrants, formidable ça. Oui. Hein, beau Non, geste mais en tout cas de ce monsieur. c'est magnifique, hein. Et qui assume tout Cette et qui n'entend solidarité, rien lâcher. ouais. Il a dit peu importe ma condamnation, Tout je à fait, continuerai oui. à faire ce que Et j'ai à ça, faire. c'est vraiment, enfin voilà, c'est être humain, c'est vraiment ça. C'est prendre des risques. C'est ce qu'on disait la dernière fois dans une émission avec Badr et Tarek. C'est que justement prendre des risques au-delà des procédures, des lois, voilà. C'est prendre des risques, justement, un petit peu faire les Robins des Bois, un petit peu. Moi, je suis un petit peu comme ça, hein, et transgresser un petit peu les lois pour justement aider les autres, subvenir à leurs besoins. Et voilà, je trouve ça c'est magnifique, c'est magnifique. Et j'espère que vraiment au niveau de la justice, il risquera pas, voilà, qu'ils seront assez indulgents par rapport à ce qui s'est passé. Après, je sais pas où ça en est, mais Le grand forum LGF avec Bouchra et Tarek qui nous rejoint dans un instant sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous. On est ensemble, tranquillement. Accrochez vos ceintures. Et tiens, petite info pratique pour tous les habitants du nord de la France, puisque Météo France vient d'annoncer d'avoir placé 20 départements pour risque de verglas et de neige jusque demain matin. Notamment Paris, la région parisienne est concernée. Tous les départements de la région parisienne sont concernés, donc placés en vigilance orange depuis le début de l'après-midi. Et ils viennent d'en rajouter 2 autres. Donc tout le nord de la France est placé en vigilance orange jusqu'à demain. Donc prudence. j'aime pas la neige. Tranquille. Moi. J'aime bien Prudence. la neige, mais dans Ouais, les montagnes, tu vois, pas en campagne. La dernière montagne, mais alerte, pas en la ville. dernière alerte, il y a rien eu. Donc c'est. T'aimes bien la neige, toi, Gaël? J'aime pas trop. Ouais, c'est bien la neige. C'est bien, mais dans les montagnes, tu vois, à la campagne. Mais non, là, à en Paris, plein c'est centre. bien. Les Non, mais en Parisiens plus, savent à même pas Paris, conduire non. et tout. Nous encore, enfin moi du côté du 95, ça va, c'est un petit peu la campagne, c'est beau, mais après on est coincé un petit peu et j'imagine même pas les gens dans les alentours, dans l'Oise. Vive Paris avec 1 mètre de neige. Allez, on est de retour très vite, messieurs, dames, à tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi aujourd'hui et nous sommes ensemble tranquillement pour ce LGF jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour décortiquer. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, ce moment de télé hier soir avec Valls et cette fameuse Attika Trabelsi qui est venue discuter avec Valls. C'était un moment assez intéressant. Bonjour Tarek, comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis choqué. Valls, vous jouez pas au billes avec? Ou il a perdu tellement de sa grade que tout le monde l'appelle Valls maintenant. Il n'y a plus ni Monsieur Valls, ni Monsieur le Premier ministre. C'est terminé? Ah non, le Premier ministre c'est fini, ça y est. Bon, l'ancien Premier ministre, ça reste L'ancien toujours. Premier ministre Manuel Valls. Voilà, effectivement, vous avez raison Tarek, c'est important. Hein, donc vos appels au 01 40 33 9000 comme d'habitude bien sûr pour discuter avec nous de l'actualité. On fasse un focus tout à l'heure, hein, sur cette émission, cette partie. En fait, on fera comme on avait fait l'autre fois lors du passage de Bajrafil avec Sarkozy. On va réécouter ensemble et puis on s'arrêtera comme ça à des moments bien précis pour dire tiens, analyser, j'allais dire un peu plus à froid, parce qu'on a ce ressenti quand on est devant la télé. Et après, on a le lendemain un autre ressenti finalement. Mais elle s'en est plutôt bien sortie. Faut saluer quand même Attika hier soir. Aussi, oui. Valls, C'est vrai que c'est pas évident. Alors par contre, ce qu'il faut mettre aussi en avant, Tarek et Bouchra, c'est que à chaque fois que des personnes de cette communauté vont et participent à ce type d'émission, il faut savoir que les conséquences sont terribles derrière. Les femmes que surtout. Attika Surtout des femmes. fait l'objet d'une campagne d'islamophobie à son encontre depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Tu disais les femmes, pas seulement. Je sais que Bajrafil pourra en parler mieux que moi. Bajrafil a eu femmes, beaucoup de critiques lors de son passage face à Sarkozy. Énormément de critiques et des menaces aussi, donc il a reçu. Donc voilà, c'est aussi pas facile parfois de participer à ce type d'exercice. Alors ils sont libres d'accepter ou de refuser, hein, évidemment. Mais voilà, il faut le savoir aussi que ça comporte aussi c'est un certain risque. Et voilà, il y a des gens courageux qui dans cette communauté sont prêts à le faire. Donc faut le saluer et le dire aussi, c'est important. Mais on en reparlera de toute façon tout à l'heure, bien sûr, au 01 40 33 9000 pour bien sûr nous rejoindre et parler avec nous. Vous avez peut-être regardé, vous étiez pas très nombreux d'ailleurs devant la télé. 1 907 000 téléspectateurs, je rappelle. Il faudrait qu'on regarde les chiffres de Montebourg et d'Amont pour voir comparer.
Faudrait qu'on les regarde. En tout cas, Valls n'a pas intéressé grand monde hier devant la télé, puisque 8% de part de marché, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, est-ce que ça présage une difficulté pour lui pour les primaires de la gauche? Je ne sais pas. On pourrait peut-être poser la question à des spécialistes, tels que Tarek, par exemple. Voilà. En tout cas, vous nous dites, bien sûr, 01 40 33 9000, ce que vous en avez pensé, bien sûr. On en reparlera avec vous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Dans cette émission du Grand Forum. Avec Bouchra, dans un instant, on va passer à la vie tranchée dans quelques instants, bien sûr. On va parler, Bouchra, c'est vrai, a l'habitude de nous parler des femmes, oui. Hein, féministes. Elle a réussi à convaincre Valls, hein, parce qu'il est féministe maintenant. C'est bien, Bouchra. À force d'écouter le Grand Forum le vendredi, il est devenu féministe. C'est clair. Donc c'est bien. Au moins, t'as marqué un point, Bouchra. C'est bien. Bah ouais, ça sert à quelque chose au moins. Voilà. Et ben non, aujourd'hui, t'as décidé de parler aux hommes. Oui. Bon, oui. Bah, très bien, on va découvrir tout à l'heure ce que tu as à nous dire. À leur dire. Ouais, à leur dire. Oui. Oui, alors justement, Tarek, je posais la question tout à l'heure sur justement le fait que Valls a fait une petite audience hier à la télé. Est-ce que cette primaire de la gauche, Tarek, visiblement d'après certains sondages, ça semble être le cas, risque d'être beaucoup moins porter beaucoup moins d'intérêt auprès des Français que la primaire de la droite. Quand on a été à l'école pour apprendre ce que c'est qu'un sondage, on note toujours qu'un sondage est une photographie, une image de l'instantané du moment. Il y a deux choses contradictoires. L'impression générale, c'est que si pour la primaire de la gauche il y a 1 million de personnes, ça serait déjà un succès, et que ça serait un non-succès si c'est moins d'1 million. Or, il y a 3 sondages qui ont été publiés hier qui contredisent complètement ça. Les 3 sondages de 3 instituts différents donnent 3 millions de participants à cette primaire comme un sursaut de ceux qui sont encore de gauche et qui éventuellement voudraient refaire le coup Fillon-Sarkozy ou Fillon-Juppé. Et donc, la tendance serait plutôt que les gens vont voter parce qu'ils ne veulent pas de Valls pour le moment, et on verra bien. Donc voilà un petit peu la situation des sondages, mais le sondage nous engage ceux qui les lisent aujourd'hui, mais n'engage pas les électeurs de demain, parce qu'on ne sait pas dans quel état nous serons le 29 au deuxième tour. Par contre, ça va être un marathon, puisque là c'est parti, premier tour 22, deuxième tour 29, et vous avez... je vais rester poli à l'antenne. Monsieur Fillon qui décide de faire son premier meeting de campagne le 29 à 20h. Donc à l'heure à la télévision, est-ce qu'elle va s'occuper de Fillon, candidat de la droite, et son meeting, ou est-ce qu'elle va s'occuper pour décortiquer ce qui s'est passé à gauche? C'est aussi ça la politique. Alors c'est vrai que vous parlez d'une campagne vachement resserrée par rapport aux primaires de la droite, puisque je donne les dates. Le premier débat aura lieu jeudi prochain, soit le 12. Le 12 et 29? Non, il y a 3 débats. Alors, le premier, c'est sur TF1, qui aura lieu le jeudi prochain. Ouais. Le deuxième aura lieu le dimanche qui suit, donc 3 jours après, à peine 3 jours après, sur BFM TV, à 18h sur BFM TV iTélé. D'accord. Et le troisième et dernier débat aura lieu le jeudi d'avant d'élection, donc la semaine d'après, sur France 2. Le 29. Non, le 29 c'est le deuxième tour. Attendez, je répète. Les 3 débats avant le premier tour. Jeune homme. Monsieur Badr Belamine, comment ça va? Les 3 débats donc avant le premier tour auront lieu pour le premier jeudi prochain sur TF1. Oui, d'accord. Le deuxième débat sur BFM TV à un horaire inhabituel à 18h le dimanche. D'accord. Soit le dimanche 15 janvier. Oui. Et le troisième et dernier débat avant le premier tour aura lieu le jeudi sur France 2. Voilà. Et 3 débats, ça fait un débat tous les 3 jours. Hein. Et vous me rajoutez les dates des élections, c'est ça qui m'intéresse. 22 et 29 janvier. Donc, et le deuxième débat, le débat de deuxième tour, entre les 2 tours, aura lieu le 25 janvier. Voilà, donc j'ai bien retenu le 29. Vous avez retenu la fin. Voilà. Hein, le deuxième tour, le finalité, quoi. Voilà. Mais ceci étant, Tarek, est-ce que finalement, il peut y avoir une surprise, comme il y a eu une surprise à droite dans cette primaire de la gauche? Parce que là, on est en train de nous dire que finalement Valls va gagner, Valls va être le candidat de la gauche, Manuel Valls, ancien Premier ministre, va représenter la gauche française à la présidentielle. Non, pas la gauche française, le PS. Oui, le PS. Parce que la gauche française, il y aura Mélenchon d'un côté, et Macron, 50% à droite de cerveau, 50% de gauche, donc on verra bien. Non, ce qu'il faut se rappeler, c'est comme un gamin qui s'approche du feu. Ouais, vous lui dites, ça brûle. Non, vous lui dites ça brûle, il vous écoute pas, il met le doigt. Et une fois qu'il a été brûlé,
la prochaine fois, il touche pas. Donc nous sommes dans le même cadre dans les primaires. Donc comme on a eu des renversements dans tous les sens à droite, et bien malin, c'est lui qui va commencer à nous faire des pronostics. J'ai vu hier une personnalité française qui m'a dit à la fin, il m'a dit, en fait, en parlant de tout, il m'a dit, à force de tout prévoir, de tout dire, y compris nous les politiques, on sait plus quoi faire, parce qu'on écoute les sondages, on écoute nos électeurs qui nous disent le contraire de ce que nous faisons, et donc aujourd'hui on peut plus rien prévoir, faut travailler en conscience. Ouais. On va faire un petit tour du côté du standard au 01 40 33 9000. Ali est avec nous. Bonsoir Ali. Oui, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Mamie. Bonjour, cher monsieur Ali. Et vos invités, tous les auditeurs. Bonjour. Ouais, d'abord on commence par les femmes, Ali. Bouchera. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, quand même. La galanterie se perd. J'ai gaffé là. Ouais. C'est pas grave. Donc je voulais intervenir sur Alger, quoi, les fameuses émeutes qu'il y aurait à Alger, ici et là, quoi. Oui. Voilà. Donc il faut se méfier. En Libye, nous avons eu le même cas où le Misrata, tout le monde s'est levé, les grosses manifs, le peuple est dans la rue, etc., etc. Finalement, c'était des images fabriquées et qu'il en était rien du tout. Maintenant, on le sait. On l'apprend aussi pour les ADM contre l'Irak, c'est des mensonges. Le même style qui s'est passé sur d'autres pays, Tunisie ou la Syrie, la désinformation totale pour mentir au peuple, aux gens, quoi. Et donc à Alger, ils ont parlé aussi de Ain Benyan. Je connais très bien, je suis pas très loin de là-bas. Il y a ma famille, mes proches, mes tout proches. C'est où? C'est en Kabylie? Non, Ain Benyan, c'est à côté d'Alger. Ah d'accord. Ouais. C'est un quartier, c'est ça? Ou une ville? Non, c'est une petite ville, proche banlieue d'Alger, quoi, la petite couronne d'Alger, quoi. Ouais. Comment ça s'appelle? Donc c'est à quelques kilomètres d'où je suis. Rappelez-nous où la famille est le nom là. de la ville. Rappelez-nous. C'est quoi le nom de la ville, c'est monsieur Ali? Ali, c'est quoi la ville? Rappelez-nous. Ain Benyan. Ah oui, je connais. Ain Benyan. Oh, oui. Très bien. Oui, alors par rapport à cette ville, qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu des choses sur Ain Benyan, non? Non, rien. Non. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, des photos, Facebook, etc. On parle de Ain Benyan, des émeutes, même dans Alger, etc. Et finalement, mes proches, ils sont arrivés hier. Hier, ils sont arrivés. Tout va bien. Là, l'endroit même où on disait qu'il y avait des émeutes, il n'y a rien du tout. C'est calme. Ils vivent comme on vit nous, les gens, comme on vit à Paris, comme on vit en banlieue, etc. Il n'y a rien du tout. Rien. Très bien. Merci Ali. Et dans Alger, pareil, ils mettent des émeutes et c'est calme, il n'y a rien du tout. Merci. Sauf qu'il y a peut-être 2-3 petites manifs ici et là de qui ont une été quinzaine, des une vingtaine manifs de sporadiques. personnes, ils grossissent l'affaire, etc. quoi. Ouais. Mais il y a quand même eu des violences. Merci beaucoup Ali en tout cas. Tarek, un mot là-dessus parce que c'est vrai que ça a fait l'objet d'actualité de début de semaine. Oui, j'ai écouté d'ailleurs des auditeurs hier. En fait, Monji notamment qui est parti dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors Monji, heureusement qu'il est dans l'électronique. J'ai lui dit un jour parce que l'électronique ça doit être précis. Mais peut-être qu'il est précis dans l'électronique, mais quand ça part dans les débats, ça part dans tous les sens. Non, après cette boutade et notre amitié bien sûr pour Monji, en Algérie aujourd'hui la situation est difficile, très très difficile. En face, il y a une population qui, bien qu'elle vit une situation très très difficile et qu'elle critique le régime, qu'elle critique le président, qu'elle critique tout le monde, n'est pas aujourd'hui prête pour repartir dans un cycle de guerre civile comme elle a déjà vécu. Donc elle est en quelque part vaccinée. Ouais. Et ceux qui parlent de cette question, vous pouvez leur poser, d'ailleurs vous l'avez posé, cher Christophe, hier la question clairement, qu'est-ce que vous proposez vous? Ouais. Il faut que ça change. Comment ça change? Ouais, mais ça change comment? Voilà. Donc ça ne peut pas changer dans la violence. Ça ne peut plus changer par la violence parce que le peuple algérien n'en vaudra pas. Donc effectivement, il faut continuer à critiquer et à créer des cercles de revendication sur le plan juridique, sur le plan humain, sur tous les plans. Mais il n'y aura pas, à mon sens, de révolte ou de révolution algérienne contre le gouvernement en place. Parce que le peuple algérien a déjà payé le prix et qu'il est conscient des conséquences de ses actes. Car par contre, il y aura toujours de la manipulation ou des tentatives de manipulation du fait à ce que l'Algérie était programmée dans les filaments de la fameuse révolution arabe qui n'a de révolution que le nom et du printemps arabe qui est devenu l'hiver avec ce qui se passe un peu partout, elle était programmée avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec la Libye, avec l'Égypte, avec la Syrie, avec l'Irak, elle était programmée.
Mais elle était en queue de comète, c'est-à-dire après l'opération syrienne, c'était le tour de l'Algérie. Mais aujourd'hui et à l'époque, et tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de Syrie en Algérie et que même les Algériens les plus extrémistes et qui étaient tentés à certains moments par les armes, aujourd'hui savent qu'ils n'ont pas de soutien populaire. L'Algérie, si vous voulez, aujourd'hui, et excusez-moi de l'image, mais c'est une image qui va vous dire grand chose, Christophe, surtout à vous, et pour ceux qui connaissent la Tunisie et donc Benguerdan, dans le sud de la Tunisie. Ouais. L'Algérie est dans cette situation de Benguerdan, qui a été donc envahi en quelque sorte par des terroristes tunisiens et qui sont venus dire aux gens, nous sommes là pour vous libérer contre le régime tyran et tout ça. Et la population tunisienne n'en a pas voulu. Et la population tunisienne a vendu ces terroristes à la police, à l'armée. Donc voilà un petit peu pour moi la situation de l'Algérie globale et la situation de comment dire, sur ces violences réelles ou supposées. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aussi avoir des petites informations, vous avez une population algérienne très importante qui a été à Sfax pour soutenir la famille de l'ingénieur tunisien assassiné par les Israéliens en Tunisie. Donc, Monsieur Zouari. Et donc, quand vous avez une population aussi éveillée en Algérie, qui est solidaire de tous les drames, ben, c'est difficile qu'elle rentre elle-même pour créer un nouveau drame. On va accueillir Méziane qui est avec nous. Salut Méziane. Oui, hello. Bonjour les filles. Bonjour mesdames. On n'est pas. Les garçons. Voilà. Ou alors bonjour les garçons aussi. Oui. Bonne année, bonne santé à tous. Bonne année. Merci. Alors voilà, moi, je suis étonné qu'il y a une radio qui reçoit des hommes politiques qui sont prétendants au pouvoir, qui s'appelle la radio J. Oui. Et que les radios dites communautaires ou plus ou moins communautaires, puisqu'elles sont ouvertes à tous, mais en grande majorité, on peut dire qu'elle est communautaire malgré tout. Elles sont toutes communautaires les unes et les autres, mais sauf que oui, enfin bon, c'est pas un mot qui est facile à manier. Oui, tout à fait. Sauf que Coluche, il a dit nous sommes tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Exactement. Alors moi, je voudrais savoir, Monsieur Tariq, vous qui êtes le patron là, le directeur, le big boss. Pourquoi vous n'arrivez pas à nous faire inviter ou vous inviter des hommes dits de pouvoir, de prétendants pouvoir? Moi, ma réponse est simple. Comment ça se fait? Ah ben, je vais vous dire. Moi, j'ai pas trouvé un CRIF musulman sur lequel je repose pour que je puisse faire venir tout le monde. Ah donc, ben ça coupe un peu, j'entends mal là. J'ai dit, c'est parce que j'ai pas encore trouvé le CRIF musulman qui fait son boulot. Parce que les gens qui vont à Radio J, ils vont pas pour Radio J, ils vont pour le CRIF. Ah, voilà, d'accord. Non, c'est simple que ça. Ceci étant, ça me laisse l'occasion de donner une petite information, parce qu'on a promis d'être transparent. On a contacté tous les candidats de la primaire. Ils viennent pas, Christophe. Vous ne cassez pas la tête. Vous pouvez dire ça 1000 fois, ça ne changera rien. Bah oui, mais je le dis quand même. Il y a un rapport de force. Le jour où France Maghreb 2, éventuellement avec d'autres radios dites communautaires, maghrébines, musulmanes, arabes, ce que vous voulez, berbères, fera 2 millions d'auditeurs, vous verrez qu'ils feront tous la queue. Et je veux dire, aujourd'hui, ils regardent qui pèse quoi. Et ça retombe sur la question de vote, des élections et tout ça. Donc je vais vous laisser dire, mais je veux dire, moi la dernière fois quand Balladur en 95 était sur Radio J, on l'a appelé, il a dit oui, je vais demain faire un meeting à Melun. Si vous voulez, vous venez à Melun, et dans la salle à Melun, je vous accorde 3 minutes. Ben je lui dis, on viendra pas à Melun, et vous garderez vos 3 minutes. Ouais. Ceci étant, on a contacté donc en bonne uniforme, j'allais dire tous les candidats qui se présentent à la primaire de la gauche. Aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Alors peut-être pour un problème de timing, peut-être pour une campagne qui c'est vrai est certes très resserrée, mais on les a contactés quand même fin décembre et aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Voilà. Après, alors vous avez bien faites-en ce que vous voulez. Méziane, vous avez bien compris que c'est ma réponse boutade, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Voilà, parce que si vous voulez, vous prenez y compris Monsieur Vincent Payan, dernier candidat. Il explique dans sa tête que dans la société française, avec la laïcité et sans la laïcité, c'est la minorité la plus faible du moment sur laquelle on tape. Et c'était les juifs en 40 et maintenant les musulmans. Et tout le monde lui tombe dessus, y compris les cris. Donc à certains moments, vous avez des rapports sociaux, politiques et médiatiques réels que vous ne pouvez pas dépasser, combien même que la réalité sociale ne reflète pas cette situation. Voilà, Méziane. On est foutu, quoi. Alors, non. On n'est pas foutu parce qu'avant 81, on pouvait même pas rentrer dans une association. Mais ceci étant, ça me laisse l'occasion de vous poser la question clairement, Tarek. Oui, bon ami. Si vous avez
la possibilité un jour de vous associer avec toutes les radios communautaires ou quelques-unes d'entre elles, en tout cas pour faire ce qu'on pourrait appeler un grand forum politique, au moins une fois par mois, dans un premier temps, et d'inciter les hommes politiques de ce pays à venir répondre à certaines questions ou interrogations de la part d'une certaine communauté qui ne se gêne pas d'ailleurs pour faire leur campagne ou pour faire leur sujet à la télévision. Est-ce que vous êtes partant, Tarek Mami? Bah, sans prétention, ils sont, tirer le droit à soi ou à moi-même. Moi, je vous écris tout de suite la lettre, je vous fais bon pour d'accord, je vous la signe et vous la faites circuler où vous voulez. Monsieur Tariq. Oui. Est-ce que on peut, nous, éventuellement, puisque apparemment l'organisation qui prime, puisque c'est la force. Oui. Quand on est organisé, on représente une force. Lorsqu'on ne l'est pas, on ne représente rien. C'est normal. Alors, vous, un intellectuel, un homme de médias, oui. Vous avez certainement peut-être comment on appelle ça, un répertoire d'intellectuels d'origine musulmane ou maghrébine, pratiquants ou pas d'ailleurs, peu importe. Bien sûr. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Le musulman est comment on appelle ça, presque est devenu un sujet permanent depuis 20 ans, à peu près. Donc je crois que pour arriver à être respecté, il va falloir s'organiser. Est-ce que vous, et puis des intellectuels que vous pouvez contacter, ne peuvent pas éventuellement organiser l'équivalent d'un CRIF? Bah, pour être réel, moi je suis un homme toujours optimiste, parce que je cours, même si c'est un pléonasme, je marche toujours en avant, je cours toujours en avant, mais de temps en temps je regarde en arrière pour voir si la distance parcourue a été intéressante ou pas. Et je me rappelle dans quelle situation était l'immigration à l'époque maghrébine en France avant 81 et avant l'élection du président Mitterrand, et dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Avant 81, vous n'auriez pas vu une fille voilée à la télévision française comme hier soir pour débattre avec monsieur Valls. On n'avait pas le droit d'être membre d'une association, il fallait une autorisation du ministère de l'Intérieur. On n'avait aucun droit. Donc, faut à la fois tout le temps se rappeler quel était le point de départ. Donc, en 1981, il y avait encore des policiers qui tiraient à vue et qui tuaient à Marseille avant 81. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, sauf dans des accidents comme l'affaire, comment il s'appelle, Drama, ou comment il s'appelle, le jeune homme et autres. Mais je veux dire, on avance. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut toujours prendre en considération. Nous avançons à l'échelle de la vie d'un homme ou d'une femme, et nous souhaitons avancer à l'échelle d'une génération. C'est-à-dire qu'on veut aller plus vite que le temps ne le permet. Et on aurait voulu peut-être qu'il y ait une élection législative tous les 2 ans pour pouvoir calculer entre les 5 dernières élections, c'est-à-dire 10 ans, on est à combien de députés, alors que là, on est obligé d'attendre à chaque fois 5 ans. Donc, faut toujours. Il est possible quand même d'avoir une structure, disons, nous représentants quand même. Vous savez, il y a un proverbe maghrébin qui dit « Nous serons les plus grands quand les plus grands d'aujourd'hui meurent ». Ah oui, donc il faut attendre une génération ou deux, quoi. Voilà, il faut attendre encore que ceux qui aujourd'hui qui accaparent tous les postes, certains avec élégance et d'autres avec ignorance, disparaissent de la chaîne de la vie, pour que la génération qui a aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, je me mets d'ailleurs dans ceux qui doivent disparaître, hein, pour être clair. Bon, attendez un peu quand même. Non, mais pour être clair avec tout le monde, je veux dire, pour voir des jeunes filles comme celle d'hier à la télévision progresser et parler, devenir peut-être député malgré les uns et les autres. Donc c'est un problème de génération. Mais nous, notre rôle aujourd'hui à la radio et dans la société, c'est de préparer cette mise en place, d'envoyer, comme je l'ai toujours dit, chère Méziane, nos enfants à l'école et aux meilleures écoles, et de comprendre les codes. Aujourd'hui, en France, l'école, c'est le bac, plus du droit, plus Sciences Po, plus si on peut faire quelque chose à côté, plus l'ENA. Et ceux qui prennent ce chemin-là, ben, au bout de la 2e génération, vous allez voir qu'ils vont représenter ce qu'ils représentent en France. Et M. Zemmour peut aller faire tous les tours du monde. De toutes les façons, son obsession sur l'islam vient de loin, je vous l'expliquerai un jour. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, il faut 3 choses. L'éducation et les diplômes, la réussite sociale, la participation de la politique, soit par le vote, soit par se faire élire. Et tant que je dis pas même pas une majorité, tant que 30% de ce qu'on compte comme musulmans de culture, de tradition, de confession ne sont pas dans cette lignée, on ne pourra pas changer. Donc c'est à nous de pousser dans ce sens. Merci Méziane, merci beaucoup en tout cas pour vos multiples interrogations. Ceci étant, vous m'avez pas répondu, Tarek.
À quoi? Et comme je ne vais jamais la faire, est-ce qu'il y a la possibilité Je vous écris, cher Christophe, parce que vous êtes têtu. Je suis Tarek Mami, je suis d'accord pour que toutes les radios qui souhaitent, qu'elles soient communautaires ou pas, pèsent ensemble pour obliger les hommes politiques. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est quoi, une histoire d'ego? Bah, heureusement qu'on a tous des égos. Oui. Oui. Bon, parfois il est mal placé. Malheureusement. Le silence en dit long. Allez, dans un instant, on est de retour avec les avis tranchés. Bouchra, comme je vous ai on le toujours connaît. dit, moi je préfère me regarder au miroir le matin et au miroir au soir et me dire, toi, est-ce qu'aujourd'hui t'as fait une saloperie pour ne pas dire une bêtise? Regarde-toi bien. Et vous pensez à quoi lorsque vous vous rasez le matin? Ah, rien du tout, je me rase pas, j'ai la barbe. J'ai réglé le problème. Tarek Mami, sera quoi votre avis tranché? La Palestine. La Palestine? Toujours la Palestine. Ouais. Film palestinien qui Non, ça c'est le coup de cœur. Non, mais voilà. Ouais. Bon, je m'arrêterai au cœur aujourd'hui. Ah, pas d'avis tranché? Non. Bah oui, ah, d'accord. Voilà. Mais il est déjà pas mal, hein, voilà. Et puis coup de on cœur, avis tranché, a va deux dire ça. dames avec nous. Il faudrait qu'on puisse au moins participer à 30% chacun. Bon, à tout de suite pour la parité, suite de ce grand forum. À suivre dans un instant. Donc, l'avis tranché de Bouchra. On va parler aussi de la Syrie. Un petit mot sur la Syrie parce qu'il semble se profiler une guerre de l'eau en Syrie. On en reparlera dans un instant. Et puis on parlera aussi de ces écoles. La Turquie a demandé au Maroc de fermer les écoles qui appartiendraient apparemment aux prédicateurs qui est l'ennemi juré. Monsieur Golan. Voilà. Et visiblement le Maroc a répondu favorablement. On expliquera pourquoi, pour un rapprochement éventuel avec la Russie. Visiblement. Enfin, on va essayer de comprendre ce qui se passe, bien sûr. Quelques-uns vont changer la Mecque, ils la vont mettre à Moscou, et quand ils ont un problème, ils vont à la nouvelle Mecque. Oula, attention. Je dis, j'assume. Hein. Et puis on va parler et faire un focus donc sur ce passage de l'émission hier soir qui a retenu toute notre attention, et Attika qui s'en est plutôt bien sorti face à Valls. Pourquoi vous dites qu'elle est bien sortie? Bah parce que ça a été, je trouve que c'était bien, c'était bien parlé. Donc elle est bien. Nous avons une espèce de complexe, cher Christophe, où nous avons attendu pendant un moment que ceux qui vont passer à la télé, ils vont nous venger, entre guillemets. Non, pas venger, non, mais attendez. Elle a été calme, sereine, respectueuse. Non. La première idée, c'était, ils vont nous venger, on l'a pensé de Bajrafil, on l'a pensé de Dix, on l'a pensé d'Y. Ouais. Et après, on s'est posé la question, on l'a inversé, et on dit, pourvu que celui ou celle qui passe tienne un peu la route pour en être fier. Ben non! Aujourd'hui, tout ça, c'est de l'apprentissage, et viendra un jour où vous verrez que ni Valls, ni X, ni Y ne pourront réagir positivement face à des gens issus de la communauté. Je vous rappelle, celle qui avait fait un bruit extraordinaire, qu'on soit d'accord ou pas, là, contre Finkielkraut. Je vous rappelle, comment s'appelle notre ami qui vient de temps en temps ici, l'élu socialiste, qui est en même temps directrice d'une école, qui a pris tout le parti socialiste. Ah, Salima Yambou. Donc il y en a, mais il faut laisser du temps au temps, tout en passant le temps pour que nous gagnions du temps. Oh, belle phrase, magnifique. Je crois que là, ça mérite un peu de pub. À tout de suite. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous en direct avec Tarek Mami et la baronne Bouchra, ou plutôt la baronne Bouchra et Tarek Mami. Faire dans le bon sens. On va passer donc à l'avis tranché, un avis tranché qui va nous parler à nous, les hommes. Voici l'avis tranché. C'est parti, jingle. Alors, Bouchra apparemment a un truc à nous dire et elle souhaite parler à nous les hommes. Eh oui, je vais m'adresser à vous directement, messieurs. Messieurs, l'égalité femmes-hommes ne se fera pas sans vous. Soyez convaincus que tous les individus devraient jouir des mêmes droits, indépendamment de leur genre. Vous hésitez à vous revendiquer vous-même féministe. Peut-être parce que le thème féminisme vous paraît peu approprié, peut-être parce que vous ne retrouvez pas votre vision de féminisme parmi les discours et les actions des groupes féministes militants, peut-être parce que vous n'êtes pas témoin autour de vous de cette discrimination contre lesquelles les féministes continuent à s'insurger. Et pourtant, ces discriminations persistent. Sans forcément prendre les armes, il est possible et nécessaire d'agir pour lutter contre ces inégalités. La lutte pour l'égalité des droits ne se fera pas sans vous, messieurs. Le féminisme a besoin de vous, tout comme les hommes ont besoin du féminisme pour se défaire eux aussi des stéréotypes de genre. Sois viril mais ne sois pas macho. Un garçon, ça ne pleure pas. Un enfant a besoin de sa mère plus que de son père. Et tout autant de petites phrases qui jalonnent votre existence d'homme et visent à vous cantonner dans le rôle du mâle protecteur, image édictée par le modèle patriarcal de notre société. Le féminisme n'est pas un gros mot. Il fait référence à la volonté d'améliorer et d'étendre le rôle et les droits des femmes dans la société.
parce que les droits des femmes ont tant évolué au cours du XXe siècle, parce que les inégalités résiduelles ne sont plus aussi évidentes dans notre société, ce combat peut vous sembler dépassé. L'ennemi du féminisme, ce ne sont pas les hommes, ni même les machos, c'est le patriarcat, dont les femmes ne sont pas les seules victimes. Vous avez donc tout autant intérêt que les femmes à vous affranchir de ces codes oppressants. On a besoin de votre aide. Être un allié du féminisme, ce n'est pas le parcours du combattant. Ce n'est pas prendre les armes et construire des barricades. Nous n'avons pas besoin de soldats obéissants. Nous avons besoin d'alliés de tout horizon, y compris et surtout parmi la classe privilégiée, celles dont la parole est légitimée ne sont pas remises systématiquement en question dans l'espace public. L'égalité ne pourra pas être atteinte sans vous, sans le concours des hommes nombreux et convaincus par la légitimité de cette cause, par la légitimité du féminisme. On vous demande de nous aider à construire cette société égalitaire, respectueuse des identités individuelles et de la libre détermination de chaque individu. Ne rien faire, c'est contribuer à renforcer un système qui vous oppresse également, en vous enfermant, vous aussi, dans des stéréotypes de genre. Votre position de privilège ne vous rend pas plus libre, mais simplement plus confortable. La cage est dorée. Le féminisme ne cherche pas à améliorer le confort des femmes. On veut faire péter notre cage et la vôtre également. Et comme je dis toujours, des hommes à nos côtés pour plus d'égalité. Merci Bouchra pour cet avis tranché. Tarek, est-ce que vous vous sentez interpellé dans cet appel de Bouchra ? Ben non, je suis pas interpellé, mais deux, je voudrais faire une réflexion un petit peu philosophique sur la chose. Yes. En France, chaque fois qu'un problème se pose, et sans nécessairement chercher à le régler, on va aller chercher des définitions et des mots pour noyer le poisson, comme on dit. En clair, y avait-il besoin d'ajouter le mot féminisme au mot égalité qui fait partie du triptyque de la République? Il aurait fallu, dans les années 50, dans les années 60, avec Madame de Beauvoir et d'autres, d'exiger une égalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi créer un mot? Et en fait, on a pour habitude en France de dire que quand on a un problème et qu'on peut pas le résoudre, on crée une commission, on fait un rapport et on met le rapport donc dans le tiroir. Et on a fait pareil avec les mots, avec féminisme, avec les mots intégration, assimilation. Vous savez, dans intégration, vous avez égalité. Dans assimilation, vous avez égalité. Dans féminisme, vous avez égalité. Donc, ce sont deux mots de trop. Et moi, je préfère égalité pour tous et pour toutes que féminisme et tout ça, parce que le mot féminisme laisse suggérer derrière la tête qu'il faut se battre plus pour la femme, ou il faut se battre contre l'homme, alors que l'égalité pour tous, c'est quand même plus simple. C'est ce que j'ai essayé de vous exprimer dans mon avis tranché, parce que c'est vrai que, bon voilà, quand on dit, voilà, comme Valls a dit, je suis féministe, ça peut paraître un petit peu... Mais voilà, le féminisme... Non, mais lui, il est féministe pour les seins nus. Non, mais lui, c'est pour les seins nus le sein nu de Marianne. Voilà, il est féministe pour les seins nus, mais il n'est pas féministe pour les femmes voilées qui décident, adultes à plus de 20 ans, de mettre le voile. C'est pas la même chose. Alors, je voulais vous parler, Tarek et Bouchra, de ces bombardements d'hôpitaux, les sièges pour affamer les populations et maintenant la guerre de l'eau en Syrie, une nouvelle plaie qui frappe les habitants de Damas depuis 2 semaines. Selon les estimations de l'ONU, 5,5 millions de personnes sont privées d'eau courante, la faute au combat. Dans la région de Wadi Barada, au nord-ouest de la capitale, malgré la trêve, la zone est aujourd'hui au cœur des affrontements. Selon les autorités syriennes, les terroristes de Fatah al-Sham, l'ex-front al-Nosra, y auraient trouvé refuge. Un petit mot sur ce qu'on peut appeler et considérer aujourd'hui la guerre de l'eau. Tarek, sur la Syrie, faire le point, le cessez-le-feu qui semble tenir pour l'instant. En fait, quand le cessez-le-feu a été signé, il a toujours été indiqué que les cessez-le-feu ne concerneraient pas les groupes déclarés comme terroristes. Oui. Principalement les amis de M. Fabius, Jabhat al-Nusra, et qui a fait du bon boulot. Voilà, qui a fait, mais elle a perdu le match. Vous savez, pour Monsieur Fabius, al-Nusra a gagné la première mi-temps à 6 €, elle a perdu la deuxième mi-temps à 30 €, donc le problème est réglé. Ouais. Non, parce que il faut parler football de temps en temps ici. Aujourd'hui, ceux qui retiennent les sources de l'eau à Damas sont des terroristes, et quand bien même ils ne seraient pas dans la liste des terroristes, à partir du moment où on veut priver 5 millions de personnes d'eau, on commet un acte terroriste. Et donc, vous ne pouvez pas faire un accord pour arrêter la guerre, pour arrêter le sang, pour arrêter le meurtre, et autoriser un groupe
qui se revendique, lui, de Nusra. J'ai vu mes fiches avant de venir, cher Christophe, bloquer 5 millions de personnes sans eau. Et donc, combien même il y a un cessez-le-feu, des fois, il y a des nécessités militaires pour que le cessez-le-feu cesse. Est-ce que c'est l'année, finalement, où on va se terminer ce conflit syrien, Tarek? Non. Alors, on va passer de ce qu'on appelle, je sais pas, tout à l'heure, Bouchra a utilisé le mot level, on va passer de la high pression à la basse pression dans cette guerre. Il y aura toujours une guerre. Le docteur nous a toujours dit que cette guerre durerait une dizaine d'années. Mais là, on est en train de baisser de tension, puisque si je suis pas militaire, mais si vous voulez comprendre la guerre et en tout cas la tactique de l'armée syrienne et de l'armée russe, voilà comment ça se passe. Quand ils arrivent dans une ville occupée par les terroristes, ils ne commencent pas par entourer la totalité de la ville, parce que c'est un travail fastidieux et très difficile à faire. Et donc ils commencent par casser quartier par quartier. Et une fois qu'ils sont dans un quartier, donc ils se rendent beaucoup plus facilement au quartier suivant. C'est comme ça que ça s'est passé à Alep et ailleurs. Et donc aujourd'hui, la guerre va pas s'arrêter d'un coup, et on serait tous heureux si à partir d'aujourd'hui, ce soir, minuit, aucun Syrien, aucune Syrienne, aucun enfant, aucun homme ne meurt. Mais c'est pas possible. Donc je pense que la guerre va encore durer, mais à très basse intensité. Très basse intensité. Nous accueillons Abdelrahman qui est avec nous. Bonsoir Abdelrahman. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à Bouchra et bonsoir à Monsieur Tarek Mahmoud, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. J'ai envie d'intervenir sur l'Algérie, si vous permettez. Je vous en prie. Moi, la question que je pose, quel est l'élément déclencheur de ces émeutes? Donc pour moi, l'élément déclencheur de ces émeutes, c'est la loi de finances 2017. Oui. Pourquoi le gouvernement n'a jamais communiqué sur cette loi? Et pourquoi aujourd'hui n'arrête pas et ils vont annuler carrément cette loi? Donc le ministre de l'Intérieur, il parle pas de ça. Il parle comme quoi la situation elle est en contrôle, etc., etc. Et puis ajouter les émeutes là, c'est pourquoi le peuple est sorti? Parce qu'aujourd'hui ils ont faim. C'est le problème. Ils touchent tous les Algériens. Une augmentation de 30 à 40% des produits de base, c'est très très grave. Imaginez-vous, en France ici, on va avoir une augmentation de 30 à 40%. Je serai le premier à sortir à la place de la République avec mes enfants et ma femme et de rester là-bas parce que c'est inacceptable. Si on peut plus gérer, on peut plus donner à manger à nos enfants. Aujourd'hui, le problème qui se pose en Algérie, un salarié lambda, il peut pas faire manger, c'est donner à manger à ses enfants. C'est très, très très grave. En plus, moi, quand je parle, je dénonce, par exemple, je parle de la fille de Abdelmalek Sellel, comme quoi elle a acheté un appartement ici. Mais c'est vrai. Après, les auditeurs qui viennent nous critiquer, ils vont lire le livre qui a été écrit par les deux journalistes français intitulé Paris-Alger. Dans ce livre, ils dénoncent tous les voleurs de ce gouvernement qui ont acheté des biens immobiliers en France ou partout au monde. Et pourquoi ces généraux n'ont pas déposé plainte contre ces journalistes? Parce que c'est vrai. Donc moi, si quand vous je permettez... parle de l'Ammari, je l'ai lu dans ce livre-là, que l'Ammari, il a plus de 50 hôtels. Après, c'est anormal qu'une personne il gagne plus de 1 million de dinars par mois et un salarié gagne 20 000 dinars. 20 000 dinars, ça représente quoi? Ça représente 110 euros. 110 euros pour nourrir ses enfants pendant un mois. Moi, aujourd'hui, tous les mois, j'envoie des médicaments à ma belle-mère. Les médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie, tels que le glucophage, tels que le médicament pour l'hypertension. Il est inexistant, il est introuvable. Je suis obligé de tous les mois d'envoyer à ma belle-mère, sinon elle va mourir, parce que ces médicaments ne sont pas disponibles, ils sont hors prix. C'est Abdelrahman. Oui, monsieur. Si vous permettez, j'ai dit dans ma petite intervention que nous partageons tous ce constat et que personne n'a le droit objectivement de dire c'est pas vrai. Par contre, la question qui nous hante tous, est-ce que ces gens qui sortent et cette je ne sais pas quel mot utiliser et ce soubresaut ne risquent pas d'être utilisés par d'autres pour un autre calcul, pour une autre destruction de l'État algérien, ce qui ne justifie pas toutes ces ces irrégularités et ces difficultés que les Algériens payent aujourd'hui dans la vie quotidienne. Donc la question, c'est comment à la fois revendiquer des choses
pour de bon, parce qu'il faut que ça change, sans être manipulé comme il y a eu dans les pays de l'Est, comme il y a eu en Syrie, comme il y a ailleurs, et qu'on se retrouve dans une situation algérienne beaucoup plus compliquée, avec une éventuelle guerre civile, avec un groupe contre un autre. C'est ça notre hantise. Mais pour tout le reste, bien sûr que nous partageons tous votre diagnostic et votre description. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi en tant qu'Algérien, je connais bien l'Algérie. Aujourd'hui, le peuple algérien, il est franchement, il est conscient de tout ça. Voilà. Pourquoi ? Nous, on a eu cette expérience de la guerre civile dans les années 90. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, l'armée, ils peuvent plus, ils vont jamais accepter de tirer sur le peuple. Parce que ils savent bien, dans les années 90... Non, mais c'est pas l'armée qui tire sur le peuple, c'est peut-être quelques éléments au sein du peuple qui tirent sur l'autre peuple ou sur l'armée. C'est ça la question qui nous hante aujourd'hui. Oui, mais je pense par exemple comme à Bougie, les émeutes de Bougie, on a vu sur Facebook les images qui ont été filmées par des personnes qui sont venues cagouler et casser, puis d'un seul coup ils sont disparus dans la nature comme ça. Mais aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, les réseaux sociaux et puis la technologie qu'on a, c'est plus les années de 90 sont manipulés, parce que moi je me rappelle, dans les années 90, j'ai lu un livre intitulé Qui tue qui. Et puis, dans les années 2000, les masques sont tombés, on savait c'est qui tuait qui, c'est qui donnait les ordres pour tuer, pour égorger à Ben Talha, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense, moi personnellement, je suis conscient. Je suis contre la déstabilisation de l'Algérie, je suis contre toutes ces manipulations. C'est notre position à la radio, que le meilleur arrive, mais que ce soit pas une déstabilisation ou l'utilisation d'armes à feu par des gens, y compris extérieurs, juste pour allumer le feu à l'intérieur de l'Algérie. Merci à Perman. Nous ne le souhaitons ni pour l'Algérie ni pour le Maghreb. Merci à vous. Tiens, il y a votre copain Tarek qui est là. Monji de Marseille, bonjour. Kamel. Comment allez-vous, monsieur Tarek Mahmoud? Très bien, allons-y, je vous écoute, cher Kamel. Bonne année. Meilleur vœu. Je veux te dire, vous savez pourquoi il y a des invités là, c'est-à-dire les hommes politiques de gauche ne veulent pas venir à votre radio, monsieur Tarek Mahmoud? Non, monsieur, non, mais c'est pas comme ça que ça se présente. Ils ont peur d'être taxés de Ali Juppé. Alors les gens, depuis que... Ne vous inquiétez pas, on va inviter Farid, peut-être que Farid viendra. Donc ils ont eu peur peut-être, mais c'est indigne de ces hommes politiques, parce que cette radio, mais c'est le rapport de force, ils sont pas indignes. Par rapport à d'autres radios, elle n'a rien vraiment de... Moi j'écoute d'autres radios très vraiment connues, et bien, hein, mais à propos à propos de l'Algérie, des événements, moi je pense qu'il faut pas les gens de... C'est bien, il a changé de sujet, Kamel. J'aime bien Kamel. Kamel, il a changé de sujet, ça y est. C'est fini la Syrie, on n'en parle plus, hein. Demain on parlera des femmes avec Kamel. Oui, Kamel, oui. Oui, Ali, il essaye tout le temps de nier qu'il n'y a pas des manifestations, que les gens... Ali, on a dit, Kamel, vous connaissez, vous êtes celui peut-être qui connaît le mieux la radio. Vous connaissez que la règle, c'est de jamais citer ce que Ali a dit, ce que Farid a dit. Ce que vous avez à dire, vous le dites. Les autres, c'est leur problème. D'accord, je vais vous le dire. Moi, personnellement, je ne crois pas à un complot de la main étrangère, d'une main intérieure. C'est des gens qui en ont marre. La vie est très chère. Il y a un type, Kamel, excusez-moi, vraiment. Vous n'entendez pas ce qu'on dit. On a dit, les gens ont marre, ils ont raison, il y a beaucoup d'injustice, tout ça. Mais nous, on dit ici, on a une crainte que d'autres personnes qui ont d'autres calculs politiques profitent de ce fait que les gens soient en colère pour enclencher un mouvement qui va à l'encontre de l'Algérie et de tous les Algériens. Oui, voilà, c'est tout. Vous savez, les manifestations existent. Regardez ce qui s'est passé à République avec le projet de 49.3. Il y avait des voitures qui sont brûlées, des vitres qui étaient cassées. Mais là, c'est vrai que moi, je préfère qu'elle se passe mais que quand vous faites une manifestation en Algérie, comme il a dit mon ami, mon cher ami Mondi, vous êtes interpellés. C'est interdit, même si vous manifestez. Il y a des familles, des parents qui ont leurs enfants disparus dans la décennie noire. Ils demandent leurs enfants, ils demandent justice. Ils sont embarqués. C'est des vieilles femmes, c'est des... Explique-moi ça. Je vous explique que la démocratie ne se construit pas en un jour. Vous ne pouvez pas, monsieur Tarek Mahmoud, que votre argent soit dilapidé par des ministres qui viennent ici acheter des châteaux, et à chaque fois que les gens manifestent, on dit la main étrangère. Nous on est en France, on aime plus l'Algérie que d'autres. Moi vraiment je souhaite que la paix en Algérie, mais il faut que ce gouvernement réagisse. On est d'accord. Merci Kamel, merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est bien, il a évolué, Kamel. Il a changé de sujet.
Bah, c'est la géostratégie qui s'impose. Voilà, pendant 5 ans c'était Bachar, maintenant c'est l'Algérie. C'est bien Kamel, ça évolue. Tant mieux. Justement tout à l'heure vous parliez je vous posais la question, est-ce que c'est peut-être la fin de la guerre en Syrie? Et pourquoi je vous posais cette question? Parce qu'on a appris ce matin, Tarek, que la Russie affirme donc ce matin avoir commencé à réduire ses effectifs militaires. Principalement un porte-avions. Voilà, le porte-avions en question, donc qui était déployé au large de la Syrie. En fait, le porte-avions a été utilisé 2 fois, mais il était, j'allais dire, stationné dans les eaux territoriales, plus comme message pour les Américains et pour ceux qui veulent venir de l'extérieur continuer à perturber, que pour être utilisé contre les terroristes. Vous pouvez pas utiliser un porte-avions avec des missiles et plein de choses contre des gens qui portent des fusils qui sont planqués dans des maisons. Et donc, Poutine fait de la politique, démonstrative. Il y a son ami, entre guillemets, Trump qui arrive dans quelques jours, et il envoie lui le message que lui, il sait comment faire. Quand il y a des gros ennemis et des tanks, le porte-avions, le porte-navire est là, et quand il a gagné la bataille d'Alep, parce que c'est aussi les Russes qui l'ont gagné. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça, mais il reste les soldats sur place. Donc, il faut toujours, la bataille, elle est sur 3 plans, cher Christophe, et vous le savez, aujourd'hui. Vous avez une bataille diplomatique à l'ONU. Vous avez une bataille politique sur le terrain, et vous avez une bataille médiatique avec notamment les médias russes RT et Sputnik qui vous sortent les choses que vous pouvez pas trouver dans les médias mainstream. Et donc et Poutine utilise les 3 armes en même temps pour essayer de montrer à tous que la Russie est aujourd'hui un pays qui compte. Avant de parler de la Turquie et du Maroc, on va accueillir Ahmed. Bonsoir Ahmed. Oui, je voudrais parler de mon film palestinien quand même. Attendez, c'est le coup de cœur, c'est tout à l'heure, Tarek, soyez pas pressés. Attendez. Ça va venir. Oui. Non, c'est Tarek qui veut brûler, Non, je veux parler de Palestine et d'un film palestinien, les étapes. Pardonnez-moi, Tarek. Non, mais j'en prie. Bonsoir à Bouchra et puis à Tarek. Gaël. Mais moi, je voudrais juste revenir très rapidement, j'ai pas envie d'accaparer l'antenne, sur l'Algérie. La question que je me pose, parce que vous avez à juste raison dit les choses comme il faut. Aujourd'hui, moi, mon problème, il est le suivant. En Algérie, bien sûr, il y a à boire et à manger. C'est sûr qu'il y a que l'État, il est responsable dans pas mal de domaines. Mais moi, je vais prendre le cas de ma mère et de ma sœur, qui ont des maladies chroniques, et les médicaments leur ont toujours été donnés gratuitement. Pendant des années. Jusqu'à maintenant, du reste, ça dure depuis 20 ans. Je suis d'accord avec Abdelrahman, ce qu'il a dit. Il nous arrive d'envoyer des médicaments à de la famille, etc. Mais moi, ce que je dis, et je l'ai dit à l'antenne à Christophe à l'instant, moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi, puisque aujourd'hui, vous savez très bien, dans tous les États-nations, monsieur Tarek, qu'on essaye de manipuler. On va pas faire une guerre totale à qui que ce soit, parce que c'est très difficile et très long et très compliqué, très onéreux. On essaye de déstabiliser par le biais des minorités. Comment se fait-il que le problème à chaque fois, il se pose en Kabylie ou en petite Kabylie? Est-ce qu'il n'y a pas d'Algériens ailleurs, en Oranie, dans le sud, à l'est, à l'ouest? C'est ça que, justement, pourquoi la question se pose et l'interrogation. Avec le MAC, moi, je suis très, très prudent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revendication de la justice, que les prix ont augmenté. Ça, je suis d'accord. Mais la question que je me pose, pourquoi ça se passe toujours en petite Kabylie, avec tout le respect que je dois à mes compatriotes, je vais dire, berbérophones. Donc, voilà, la question qui se pose, c'est que si ça, par exemple, ça commence quelque part, ce qui a juste raison, ça peut commencer en petite Kabylie, mais que ça touche toutes les régions d'Algérie, je dirais oui. Mais toujours en petite Kabylie, donc laissez-moi le droit parfois de me poser les questions, qu'il y a de la manipulation. Et ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Tarek, qu'il y a des problèmes très graves, je veux dire, pour la population, la cherté de la vie, etc., que l'augmentation par rapport Alors, sur la Kabylie, je vais répondre sur la Kabylie, oui. Une boutade, je vais répondre. Ils ont pris les Kabyles parce qu'ils n'ont pas trouvé des chiites et des sunnites. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a de la manipulation. Et que les Ibadites Et moi, je ne suis pas d'accord pour que Bouteflika reste au pouvoir, pour que c'est là le choix le Premier ministre. Je suis tout à fait d'accord. Mais à côté de ça, je vous ai dit, moi, je connais des gens qui sont malades depuis des années. L'État leur donnait gratuitement les médicaments. Merci. En fait, les stratèges regardent quels sont les points faibles d'une société.
En Syrie, au Moyen-Orient, c'est les chiites, c'est les sunnites. Ouais. En Algérie, ils regardent les ibadites qui pourraient jouer le rôle donc des chiites ou des sunnites, mais ils sont très peu nombreux et ils sont pas dans cette vision du monde. Ils l'ont jamais été. Ils ont toujours été dans l'unité. Ben après, qu'est-ce qui reste? Il reste kabyles, arabes, berbérophones. Et puis donc on appuie là. Et s'il y avait pas de kabyles en Tunisie, ils ont ça a appuyé sur les jeunes un peu diplômés qui étaient au chômage contre les riches. Jusqu'à ce que les riches aient rejoint les jeunes diplômés. Et là, c'est toute la société qui a basculé. Donc, on va appuyer sur le point faible d'une société, comme aujourd'hui, on appuie sur le point faible des musulmans en France. Bon, donc quand on est stratège, on dit, je veux dire, sur les 4 murs de la maison, quel est le mur porteur le moins sûr? Alors, je vais on va taper. Je vais vous parler de la Turquie maintenant. La Turquie, vous le savez, qui se remet du coup d'État de juillet 2016 au prix d'un grand ménage, de purge même, peut-on dire, dans tous les rangs de la société, un putsch raté attribué par Ankara au réseau du prédicateur turc Fethullah Gülen installé aux États-Unis, un réseau qui dispose d'écoles au Maroc. Le ministre de l'Intérieur marocain a annoncé hier qu'il donnait 1 mois à ces écoles pour fermer leurs portes. Le Maroc, 8 écoles sont concernées en tout, dans 5 villes dont la capitale économique Casablanca, plusieurs milliers d'élèves, donc pour la plupart marocains, même si on ne connaît pas leur nombre exact, car le ministère de l'Intérieur marocain s'est pour l'instant refusé à donner des détails sur cette mesure. Il promet juste d'offrir des alternatives aux élèves concernés pour qu'ils puissent poursuivre leur cursus. Cette décision a en tout cas été prise 4 mois après la visite d'un groupe de parlementaires turcs venus convaincre les autorités marocaines de la dangerosité de ce mouvement Gülen qui s'appuie entre autres sur un réseau d'écoles privées. Officiellement, c'est donc à la suite d'enquêtes de ces écoles présentes au Maroc depuis plus de 20 ans, tout de même que le ministère de l'Intérieur se serait qu'elle véhicule qu'elle véhicule des idées contraires aux principes du système éducatif et religieux marocain. Mais sur place, les observateurs voient dans cette mesure plutôt une tentative du royaume chérifien de se positionner sur l'échiquier géopolitique en clair, de vouloir faire plaisir à la Turquie, ainsi se rapprocher de la Russie. Ankara accuse en effet le prédicateur Gülen d'être derrière l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie le mois dernier, tout comme d'ailleurs la tentative du coup d'État contre le président Erdogan en juillet. Les accusations rejetées par cet homme exilé aux États-Unis depuis 1999 avec cette mesure. Le Maroc rejoint donc la vague de répression de ce réseau initié par la Turquie. Un petit mot là-dessus, c'est intéressant que le Maroc choisissent donc d'obtempérer avec la Turquie qui semble être venue au Maroc, essayer de convaincre de fermer ses écoles, et c'est apparemment chose faite. Ça rappelle le dicton français traduit en arabe, Allah yansal ansbah, que Dieu donne de la force à celui qui est en place aujourd'hui. Et donc entre un opposant exilé aux États-Unis que pourchassé un peu aujourd'hui un peu partout et Erdogan qui aujourd'hui occupe une place centrale au Moyen-Orient, le Maroc préfère jouer cette diplomatie-là. Je n'ai pas en tête en mémoire la position de la Turquie d'Erdogan, mais il faudrait que je fouille un peu dans mes papiers pour voir si Erdogan est plutôt pro-Sahara ou anti-Sahara. Et auquel cas, oui, bien sûr, faut aller chercher pour comprendre le pourquoi du comment, parce que vous l'avez dit à la présentation de ce papier, cher Christophe, il y a aussi le basculement, en tout cas, aujourd'hui, le Maroc, depuis son indépendance le Maroc, vous savez, Christophe, a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et depuis, elle a toujours été dans le clan occidental. Sauf qu'elle considère aujourd'hui que ses intérêts d'avoir mis tous les œufs au côté occidental commencent à lui nuire dans les rapports internationaux. Et donc le roi du Maroc a été voir Poutine à Moscou et souhaite probablement rééquilibrer un petit peu. S'il a une dizaine d'œufs au Maroc et on a aujourd'hui 10 dans le panier américain et français, il voudrait peut-être en mettre 2 ou 3 de l'autre côté, on ne sait jamais, ça peut servir le jour de faim. L'équilibre. Voilà, et donc c'est dans cette démarche, et comme Erdogan est lui-même dans cette démarche, je pense que c'est plus de la géostratégie et quelque part un accord pour le Sahara, parce que le Maroc aujourd'hui il a un moteur unique dans la bataille diplomatique internationale, c'est la question de Sahara. Donc je ne peux pas m'exprimer tant que j'ai pas... Bouchra, tu avais connaissance de ces écoles?
de ce prédicateur moi, tu me l'as turc. appris tout à l'heure. C'est les écoles turques. Ouais. Non, et puis j'en ai jamais entendu parler, sincèrement. Il y en aurait 8, Pourtant, dont 5 villes du Maroc, dont la capitale économique. Non, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Mais c'est vrai qui ont un mois, rappelons-le, pour fermer les portes. Dans un instant, on va parler de celui qui, visiblement, s'inspire beaucoup de tous ces hommes politiques lorsqu'ils sont à l'approche d'une échéance. Tarek, il a changé, il a mûri, répété comme un mentor pour convaincre. Manuel Valls a tenté de justifier hier soir à la télévision, donc l'inflexion de son programme. Alors j'ai demandé aux filles, c'est quoi l'inverse des 49.3? L'inverse des 49.3. Quand vous trouverez, vous me direz, voilà, parce que monsieur Valls est en train de faire l'inverse des 49.3. Donc, quand il était au pouvoir lui-même avant d'être au pouvoir, Valls est un homme arrogant. Oui, mais apparemment, on lui aurait forcé à prendre le 49.3. C'est ce qu'il a dit hier. Oui, Monet. Vous savez, il y a une belle phrase dans la bouche de Chevènement. Un ministre, ça ouvre sa gueule ou ça s'en va. C'est-à-dire que quand on vous force à prendre le 49.3, vous dites non. Ouais. Et si on vous dit non, vous le faites de force, vous en allez. C'est lui qui l'a fait, et c'est lui qui, même pour moi, sur mon analyse, ça n'engage que moi, c'est lui qui a manipulé Madame El Khomri, parce que quand on va prendre une jeune ministre qui débute dans la vie politique, qu'on la met dans un poste comme celui-là pour pouvoir dire voilà ce qu'on va faire, c'est lui qui est le manipulateur. Et donc le 49.3, c'est lui, et il faut qu'il assume. Et donc, comme dirait n'importe qui dans la rue, pourquoi voulez-vous que je vous crois dans ce que vous êtes en train de me dire pour demain, alors que vous avez fait le contraire hier? Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Non, mais même Sarko qui a changé 3 fois, il a fini par partir. Donc, si vous voulez, quand on est un homme politique, j'allais dire, aujourd'hui, vous allez avoir un discours simple dans la bouche du Front National. Celui qui a fait cette politique, c'est M. Hollande. Vous l'avez faite avec lui, cette politique. M. Hollande a eu la décence de ne pas repartir, et vous avez eu l'indécence de partir. Ouais. Donc on ne peut pas vous croire. Dans un instant, on va s'arrêter sur une partie de cette émission diffusée hier soir, qui, je le rappelle, a fait 1 907 000 téléspectateurs, pour être très précis, avec 8% de part de marché, sur le passage avec cette discussion qu'il a eue avec une certaine Atika Trabelsi. On va écouter cet échange ensemble, et on va s'arrêter point par point pour essayer de décortiquer un petit peu cet échange qui quand même était somme toute assez intéressant. Il y aura bien sûr le j'aime ou j'aime pas, et bien sûr les coups de cœur très cinéma aujourd'hui, que ce soit Bouchra ou Tarek. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. بزاف بزاف يا حبيبي بزاف بزاف نبغيك ونموت عليك France Maghreb 2 بزاف عليك بزاف عليك France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour vos appels, bien sûr en direct au 01 40 33 9000. On va inverser un petit peu les choses dans cette émission, puisque voilà, il y a des petits impératifs. Donc on va passer, si vous le voulez bien, maintenant au coup de cœur de nos chroniqueurs, à savoir celui de Bouchra et de Tarek Mami. Les coups de cœur, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, qui souhaite commencer le coup de cœur?
Eh ben écoute, je vais commencer. Très bien. Badr, il est là, mais c'est lui qui décide. Alors, ton coup de cœur, il est cinématographique aujourd'hui. Moi je voulais vous parler donc, justement à l'occasion de la prochaine édition de Paris Image Cinéma, je sais pas si vous connaissez, pardon. Donc c'est la 17e donc depuis sa création en l'an 2000 et ça se déroule justement du 25 au 27 janvier et le pays invité cette année c'est l'Inde. Ouais. Donc l'industrie du rêve et je voulais vous parler de ce film qui est sorti le 27 juillet de 2016 que je suis partie découvrir et qui m'a énormément touchée et puis en tant que féministe je le redis. Donc voilà, c'est le film ça s'intitule en fait Déesse indienne en colère. Et donc c'est un film d'un ami réalisateur indien qui s'appelle Pan Nalin, un des numéros 2 je sais pas si vous connaissez Shah Rukh Khan, mais juste après on a Pan Nalin. Donc Nalin, je te salue parce qu'il est arrivé en France hier justement pour ce festival. Et donc c'est un film qui est très réaliste de la société indienne et loin des films que vous avez pu voir à la sauce dite Bollywood. Et moi j'ai vraiment ri et j'y ai aussi versé des larmes. Et moi je peux vous le dire que je suis vraiment une déesse indienne en colère. Même si je suis pas indienne, mais je le sens parce que c'est vrai que quand on regarde le film en tant que femme, voilà, il est vraiment poignant. Et j'admire aussi le courage de mon ami réalisateur Pan Nalin qui s'est vraiment attiré la foudre du gouvernement indien en mettant à l'honneur 7 femmes indiennes indépendantes et insouciantes. Et on voit dans le film, elles cherchent vraiment à s'émanciper et à évoluer dans une société misogyne et traditionnelle et où l'égalité justement des sexes semble utopique. Et ce film a vraiment séduit l'Europe par son humanisme et a vraiment dérangé l'Inde. Et il a vraiment une portée universelle digne d'un hymne à la femme. Et c'est vraiment triste et décevant de voir que pour la sortie en France de ce film, justement, France, dit pays des droits de l'homme, par le poids universel quand même de sa portée, n'ait pas eu d'avant-première ou de ciné-débat ou plus de promotion, alors que dans d'autres pays comme l'Espagne, le Canada, vraiment il y a eu énormément de choses. On devait recevoir le réalisateur lui-même pour nous en parler, mais il avait un rendez-vous donc il a pas pu venir, mais il viendra vous le présenter si à l'occasion. Voilà, on va écouter la bande-annonce jusqu'au 25 janvier. Oui, et en plus j'adore vraiment la musique, c'est le générique du film Katay et juste extra quoi, un mélange de musique traditionnelle et de rock rap. Voilà, c'est la bande originale. Franchement, donc, tu la trouves comment pas mal, franchement, musicalement, c'est un mélange, mais vraiment. C'est une tuerie. Et même toutes les musiques. Le film du film s'appelle sont comment, juste. Bouchra ? Alors, je rappelle Hungry Indian Goddess et c'est Déesse indienne en colère en France. Et vous pouvez aller voir justement sous réservation le festival. Vous pouvez découvrir ce film donc je crois que c'est le 26 janvier. Donc vous tapez simplement l'édition, le festival Paris Image Cinéma. Vous avez plein de films justement indiens qui sont diffusés. D'ailleurs, il y a un film, le film Belfikr, où notre ami comédien et acteur Noom Diawara joue dedans. Donc il sera diffusé. Donc vous pouvez simplement réserver vos places. C'est gratuit et vraiment. Et puis il y a des soirées indiennes. Vraiment, c'est l'Inde. Enfin, l'invité de cette année, c'est le pays vraiment invité. Le pays hôte. Voilà, donc l'industrie du rêve et donc voilà, ça se déroule du 25 au 27 janvier et je vous invite à aller voir. En plus, il y aura le réalisateur, mon ami, et moi je serai présente voilà à ses côtés avec plein de comédiens et comédiennes donc le jour de la diffusion justement de son film. Donc allez-y, je vous invite à aller le voir et voilà, et allez voir aussi Belfikr, un petit coucou à notre ami Noom Diawara. Autre coup de cœur cinéma, Tarek, c'est un film palestinien cette fois-ci. La liberté d'expression à géométrie variable sur le service public français. En France, nous avons la chance d'avoir un service public très riche en télévision et en radio. Pour les radios, nous avons le groupe public Radio France avec ses 7 radios différentes. Mais nous avons aussi les chaînes du groupe France 24 que sont RFI en langue française et RMC Doualiya en langue arabe. Et tiens, puisqu'on parle de RFI, avec lequel nous sommes partenaires, à qui nous rendons hommage pour le travail qu'ils font. RFI est partenaire d'un film palestinien qui sort aujourd'hui sur une 30aine d'écrans. Ce film palestinien s'intitule 3000 nuits. Il est réalisé par May Masri, une cinéaste palestinienne connue. À l'occasion de cette sortie de film, RFI effectue donc un partenariat et reçoit Madame Masri pour l'interviewer.
Vous écouterez d'ailleurs tout à l'heure, après 18h, l'interview de Madame Al-Masri sur RFI. Vous écouterez, vous apprécierez. Côté Radio France. Oui. Vous avez une journaliste, productrice, très connue, Madame Laure Adler. Madame Laure Adler décide, elle aussi, sur le service public et sur Radio France, de recevoir la cinéaste Maï Al-Masri, qui donc réalise ce film 3000 nuits. 3000 nuits, ça concerne les femmes palestiniennes dans les prisons israéliennes, pour que le sujet soit clair. Madame Laure Adler décide donc de recevoir la cinéaste dans une émission qui s'appelle L'heure bleue. Et puis, elle décide, diversité d'opinion en France oblige, de recevoir en même temps que cette cinéaste palestinienne, une cinéaste israélienne, pour équilibrer le plateau, paraît-il. Et elle prend cette décision sans prendre l'accord de Madame Maï Al-Masri. Cette dernière, mise devant le fait accompli, va refuser cette invitation. Et écoutez bien, parce que vous êtes sur France Maghreb 2, où vous avez l'habitude d'écouter toutes les critiques des uns et des autres. Que fait Madame Laure Adler sur France Inter? Elle reçoit la cinéaste israélienne toute seule, sans l'inviter, donc effectivement sans accorder un temps d'antenne pour Madame Maï Al-Masri, qui réalise encore une fois le film 3000 nuits, qu'il va falloir voir, qui parle des femmes palestiniennes en prison en Israël. C'est pour ça que pour moi, cette liberté d'expression à géométrie variable n'a pas sa place chez des professionnels. A-t-on vu une seule fois une personnalité israélienne ou un artiste israélien ou un cinéaste israélien invité sur Radio France, sur France Inter, à qui on dit: attendez, avant de vous recevoir, nous allons chercher s'il y a quelqu'un de palestinien dans votre catégorie pour que vous puissiez passer tous les deux? Pas à ma connaissance, et si bien sûr je me trompe, je présente d'avance mes excuses. Mais à ma connaissance, cette façon de faire est une façon qui vise petit à petit à effacer de la mémoire collective française la question palestinienne. La Palestine est en train d'être effacée sur le terrain en Palestine, et beaucoup œuvrent en France à l'effacer, donc dans la mémoire collective française. Tout ça avec peut-être la bénédiction lointaine de l'ancien Premier ministre M. Valls, qui nous dit à nous tous que antisémitisme et antisionisme est la même chose, et qui laisse passer, il n'est plus au pouvoir, mais cette vision du monde que quand on parle de Palestine, il faut forcément mettre en face un Israélien, comme si la fameuse expression française, on pouvait comparer celui qui torture et celui qui est torturé. Et pour en finir, vous aurez donc à 18h l'interview de Madame Maï Al-Masri, et vous aurez à partir de 18h sur le site de la radio les différentes salles où ce film se passe. Et je pense que la meilleure réponse à cette oppression médiatique, à cette répression médiatique, c'est d'aller voir ce film. Et je vous dis donc, ce film, donc il va être projeté à Créteil. Est-ce qu'on peut écouter la bande-annonce d'abord avant de dire où ça va se passer? On écoute la bande-annonce. Donc 3000 nuits, c'est le film réalisé par cette réalisatrice palestinienne. مرة كان في عصفورة حلوة كتير تطير فوق الغابة كل يوم. في نهار ميزات לאחר שבית המשפט הרשיע את הנאשמת בסיוע לפיגוע טרור. ايش مكتوب؟ ما خليت شي ما مكتوب، رفضيني شو عنها. لازم ندعي لعقاب الليلة. Le film s'appelle 3000 nuits. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui se retrouve donc en prison en Israël et qui accouche
dans cette fameuse prison. Et sachez, pour la petite histoire, que ce film a été réalisé dans une vraie prison en Jordanie. Voilà. Les filles, vous n'avez pas trouvé le 49.3 ? Non, alors il faut que tu nous... Est-ce que vous allez trouver 3000 nuits, ça fait combien de jours ? Ah, il y a un lien avec... Non, ça n'a pas de lien, mais 3000, ça fait combien de temps 3000 nuits ? Quand on sait que c'est 365 par an. Oui. Bah, il y en a, Oh là là, moi je suis nulle en maths. Voilà. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans de prison. Ouais. Alors, parce qu'en fait, dans l'histoire, elle a pris en stop quelqu'un qui vient de commettre un attentat, mais quand vous prenez en stop, vous ne demandez pas à la personne de vous raconter sa vie avant de monter. Voilà. Et donc, je rappelle les salles. C'est tiré d'une histoire vraie ? Vraie, oui, tout à fait. C'est l'histoire vraie. Qui a eu lieu en 1980. Ah oui. Il faut absolument aller le voir. Et cette dame a accouché en prison dans des conditions très difficiles. Donc, il faut impérativement aller encourager donc ce film. L'occasion en est donnée. Ça se passe où, Tarek ? Ça se passe à Créteil, à Châtelet, c'est l'espace Saint-Michel, en plein centre-ville, à Saint-Lazare dans la salle Commertin, et puis Georges Méliès à Montreuil. Donc vous avez quand même le choix. Montreuil, Paris et Créteil. Et Créteil, voilà. Et j'irai le voir, moi, dès que moi, je pareil, le trouver. Et vous savez qu'un film reste à l'écran tant qu'il y a des gens qui viennent voir. Donc je pense que ce geste de solidarité... Je vais essayer d'en parler dans les Utopias, parce que pour faire aussi un débat par la suite, parce qu'on en fait, comme c'est un film qui est aussi féministe, humaniste et féministe, on va dire ça comme ça, et on va essayer de faire un maximum là pour... Ça a l'air très dur, vu la bande-annonce. Oui, mais ça donne des frissons. Ça donne des frissons, et c'est vrai que il faut aller soutenir, je pense, le film. C'est un très beau coup de cœur. Tout à l'heure, Méziane a posé la question pourquoi des hommes politiques ne vont pas dans les radios communautaires. Je lui dirais pourquoi la radio des services publics, puisque nous payons tous la redevance et nous donnons donc de l'argent à cette dame, à cette journaliste, comme les autres, nous les payons avec l'argent public. Pourquoi des personnes dans le service public se permettent de se comporter comme ça? Et pour terminer, peut-être, Christophe, vous avez l'habitude d'envoyer les auditeurs sur le site de CSA pour signaler ce qui leur plaît pas. Vous avez sur le site de Radio France une page qui s'appelle Médiateur. Donc vous tapez sur Google s'adresser au médiateur ou écrire au médiateur et vous allez trouver un formulaire qui s'ouvre. Et sur ce formulaire, vous écrivez votre nom, votre adresse mail et vous dites que vous trouvez scandaleux et révoltant que le service public fait celle-là, et peut-être que quand cette jeune cinéaste israélienne sortira son prochain film, c'est pas elle qui passera à Radio France, mais c'est plutôt la cinéaste palestinienne qui l'a pas fait. Allez, on va passer au j'aime ou j'aime pas. Bougez pas, restez avec moi, Tarek. J'aime ou j'aime pas, parce que c'est bien, c'est des petites informations. Voilà, j'aime pas, ou je m'en fous. Abdelmalek Sellal, vous connaissez, c'est le Premier ministre algérien. Il a eu cette petite phrase: nous ne connaissons pas le printemps arabe, et d'ailleurs, il ne nous connaît pas non plus. Et il a rajouté, d'ailleurs, nous allons bientôt fêter Yenayer. C'est quoi ça? C'est une déclaration de Abdelmalek Sellal. Non mais Yenayer, c'est quoi? C'est le nouvel an berbère. Ah bon? Ah oui? Vous connaissez pas ça, Bouffe? Je suis berbère, mais c'est vrai que... Le 12 janvier prochain? Oui, non, je sais qu'il y a un nouvel an berbère, mais je pensais pas qu'on appelait... je peux vous en rajouter un autre de nouvel an. C'est le 9 janvier, et c'est la nouvelle année orthodoxe russe, parce qu'elle est en décalé par rapport aux catholiques. Donc sur la phrase d'Abdelmalek Sellal, on aime ou pas? Il fait du Alors on aime dans le sens... c'est humoristique, on va dire ça comme ça. On aime dans le sens où on espère pour l'Algérie qu'il n'y a pas ce fameux printemps arabe, mais on n'aime pas parce que c'est la parole de quelqu'un de suffisant et qui se croit protégé, alors que dans la vie, et surtout dans la vie politique, personne n'est jamais protégé. Le footballeur algérien Riyad Mahrez a été élu, ça c'est bien ça, joueur africain de l'année 2016. Ah oui, là vous posez la question, vous donnez les réponses. 30 ans après Rabat Madjar. Donc on va être d'accord avec vous, puisque vous... Non, mais après vous êtes libre de ne pas aimer, libre à vous. Moi je sais pas, on met jamais en avant le football féminin, et moi je tiens juste à dire en tant que lyonnaise, je sais pas si vous avez entendu parler quand même que certaines joueuses lyonnaises ont été justement citées mondialement, donc la gardienne aussi de l'équipe de l'OL, et comment s'appelle la défenseuse, je me souviens plus de son nom. Donc deux personnes de l'équipe de l'Olympique Lyonnais.
féminines. Oui. Donc et puis niveau mondial, elles ont été vraiment voilà. Et donc ça il faudrait plus parler du foot féminin. Mais Riyad Mahrez quand même. C'est un joueur africain de l'année. Ouais, mais bon. Ouais. Moi on aime quand même. On aime quand même. Tarek, on aime. Moi j'adore. Bon, moi aussi j'adore. Pourquoi j'adore parce que tout ce qui peut servir d'exemple de réussite. Ah oui, Tarek. Pour les jeunes. Bon, non, mais c'est vrai, je m'en c'est un fous que ce soit dans le foot, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans la littérature. L'exemple de la réussite, c'est un exemple qui pousse. Primaire de la gauche, 42% des Français se disent intéressés, soit plus de 4 Français sur 10 selon un dernier sondage paru hier. Bon. Moi j'aime, pour une chose, que j'aime que les citoyens s'occupent de leurs problèmes. Et les primaires, ça fait partie de leurs problèmes. Et donc y participer, c'est participer à la vie politique, à la vie sociale de leur pays, à la vie citoyenne tout court. Bouchra, on aime, on n'aime pas, bien tu t'en sûr fous. Que j'aime. Bon, non, très bien. Non. Gérard Larcher, vous connaissez? Très bien. Bon, un proche de Fillon d'ailleurs. Et proche de tout le monde, oui. Et parti en Israël. Il aurait été proche de Juppé si Juppé avait gagné, et puis ainsi de suite. Hein. Et parti en Israël pour tenter de rassurer. Rassurer quoi? La position française par rapport à la résolution, etc. Visiblement. Moi je suis président de la France. Laissez-moi, si vous permettez, Bouchra. Oui. Je suis président de la France. Oui. Je vote pour. Et après, j'envoie quelqu'un à ma droite pour dire on va rassurer. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Donc j'aime pas. Du n'importe quoi. J'aime pas. Je sais pas s'il y avait j'aime ou j'aime pas, il y a n'importe quoi, mais je dirais c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est Estrosi 3 celui-là, c'est pas Estrosi 2 parce que Estrosi a pris les décases. Non, c'est du n'importe quoi pour toi aussi. Après 3 mois de blocage, on est au Maroc. On se dirige visiblement vers une sortie de crise au niveau politique et au niveau du gouvernement, puisque une coalition entre islamistes et libéraux devrait être formée d'ici quelques jours. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Abdelila Belkiran. Bah oui, il faut toujours aimer parce que les pays bloqués ne permettent pas de faire avancer les schmilblick. Tout à fait. Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, promet une reconnaissance de la Palestine en cas d'élection, de victoire à l'élection. Il veut nous obliger à voter pour lui pour les primaires et pour le présidentiel. Oui, on n'aime pas. La phrase, c'est stratégique après, c'est stratégique, hein. Je pense qu'il. Non mais il le pense. J'espère qu'il le pense sincèrement. Après, ça a été un des rares députés à s'être occupé du cas de Moussa. De Moussa et d'autres, donc il c'est vrai. Ouais. Bon, bah, et puis enfin, tiens, c'est pour vous Tarek ça. Le président tunisien Béji Qaïs-Sepsi a reçu Nasser El Khalifi à l'occasion du stage du Paris Saint-Germain, d'ailleurs qui s'est pas très bien passé visiblement, il y a eu des tensions. Il a ainsi, le président du PSG, remis un maillot dédicacé du PSG donc au président tunisien Béji Qaïs-Sepsi. Non, c'est pas dédicacé, c'est écrit au nom de Béji. Ouais. Et derrière, avec son nom avec son nom BCE carrément. Il faut qu'il fasse une petite photo avec. Hein. Ils ont fait. Ah oui, alors, non, mais carrément qu'il l'enfile. On aime non, mais ce que j'aime moi dans les relations humaines, c'est que les gens fassent les gestes. Après, je n'aime pas parce que c'est un Qatari et que son pays a participé à tenter de détruire la Tunisie, ça c'est autre chose. Mais je fais la différence entre le geste sportif et l'action politique de celui qui est mandaté pour le faire. Bon, très bien. En tout cas, quand je dis c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Ça s'est mal passé dans le sens où il y a eu des matchs, notamment contre le club africain, et des tensions. Apparemment, la police a dû intervenir. Parce que les Tunisiens aujourd'hui en ont marre du Qatar, et donc ils n'ont pas vu le PSG jouer. Ils ont vu le représentant du roi, de l'émir du Qatar, qui a beaucoup, excusez-moi l'expression, la Tunisie, et donc il voit le Qatar, il dit Qatar dégage. Ouais. Bon, et ben voilà pour le j'aime ou j'aime pas. Dans un instant, on va s'intéresser, pour finir cette émission, on va faire un petit focus sur ce qui s'est passé hier soir. On va réécouter ensemble et décortiquer ce fameux débat entre Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, et Atika Trabelsi, qui est donc une représentante d'une association, la LEB, qui est donc venue hier discuter avec Valls. On écoute ça dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2 sur 94 FM. Sur 94 FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2 sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. France Maghreb 2 sur 106.1 FM à Amiens et toute sa région. France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2 sur 102.6 FM à Orléans et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل
وشوش، غلابة وديابة وشر وطيابة وملايكة وحوش. قالوا مش شطارة تكتم في نفسك ولا من رجولة كتر الكلام. طب عمارة امتى هنعجب وامتى هنكون في عينك تمام؟ يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا، لو عايزة تفهمينا او تقولينا كلمتين ونقوم بالهداوة من غير قفش وغباوة، وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة فين. يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا، لو عايزة تفهمينا او تقولينا كلمتين نقوليهم بالهداوة من غير قفش وغباوة، وبدل ما تتوهينا ما تورينا الضحكة فين. شفنا بلاوي والقلب غاوي في الدنيا دي مرضية قلبت علينا ولا. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, c'est la suite et fin de ce grand forum avec Bouchra qui est avec nous puisque Tarek nous a quitté un petit peu là, il est toi. Voilà, et il y a Badr aussi que salut, super. comment ça va mon ami Badr? Ça va très bien, hein. Je suis passé vous dire un petit coucou quoi. Alors on va juste Gaël écouter Vals, oui, il y a Gaël, absolument qu'il faut aller voir, je le rappelle, tous les jeudis soirs et samedi soir au théâtre du gymnase en première partie de Patson. Yes. Ouais. Voilà, Yes, et Gaël papa, qui est accompagné de son binôme Linda. Qui a donc apparemment un petit problème de bouton. Linda, toute la France sait que t'as la varicelle. Donc, à mon avis, dans demain soir, tu vas pouvoir la tailler dans le spectacle. Ah oui, là, ça va être. Alors, on va écouter un petit peu ce qui s'est passé hier soir sur France 2. Tout à fait. Voilà. Alors on y va, c'est parti. On interrompt à n'importe quel moment quand vous voulez. Hein. Je vous présente Atika Trabelsi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes jeune diplômé de l'école normale supérieure. Vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez créé une entreprise de commerce en ligne autour de l'artisanat marocain. Et vous êtes également engagé au sein de l'association Lalab, dont le but est, je cite, de montrer la pluralité des femmes musulmanes. Vous vous dites à la fois musulmane et féministe. Et il y a des propos de Manuel Valls prononcés en avril et en août dernier qu'on va réécouter et qui vous ont beaucoup marqué. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. Ce que représente ce voile pour les femmes, non, ce n'est pas un phénomène de mode. Non, ce n'est pas une couleur qu'on porte, non. C'est un asservissement de la femme. Alors, voile égale asservissement de la femme.
Vous, Atika Trabelsi, vous portez le voile depuis plusieurs années. Vous dites que c'est un choix personnel. Et quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que ces phrases qu'on vient de entendre, elles vous restaient encore un peu en travers de la gorge. Exactement. Je vous laisse parler à Manuel Valls, qui est là. Tout d'abord, en fait, j'aimerais commencer en disant que lorsque j'entends ce genre de discours, je me sens profondément blessée. Je dirais même que, en fait, je me sens humiliée. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, Monsieur Valls, mais en tant que représentant de l'État, vous légitimez des discours qui engendrent des violences à mon égard. C'est une somme de petites agressions et ça devient fatigant. Notamment lorsque j'arrive devant une banque et que l'on m'explique que je ne peux pas y rentrer en raison de mon voile, ou lorsque je suis en entretien et en concours, l'on me demande de manière récurrente ce à quoi j'aspire avec ce voile. Vous voyez, j'aimerais que mon histoire soit unique, mais qu'il s'agisse de chiffres, d'associations terrain ou d'études sociologiques, les expériences semblables à la mienne se multiplient. Et je pense notamment aux membres de mon association, comme Maïssa, à qui un professeur à l'université a demandé de quitter l'amphithéâtre. Je m'arrête un instant pour spécifier que Maïssa et Maïssa Leroy, donc, qui fait partie de cette association et qui donc, chroniqueuse aussi. Chroniqueuse dans EDF. Ou à Awa et Farah, à qui on a expliqué qu'elle pourrait pas devenir médecin ou journaliste. Ayez conscience, monsieur, que des rêves sont brisés et en fait des talents français sont gâchés. J'ai créé mon entreprise, comme il a été dit, et c'est en partie pour ne plus avoir ou pour ne pas avoir une fois de plus à essuyer ces violences. Parce que... On va laisser Manuel Valls répondre sur ce point-là. Si je peux me permettre de terminer, oui, je vous remercie. Parce que vous voyez, face à très élégant, Valls. On se contente pas de baisser les bras. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour représenter l'association La Lab, pour montrer que les voix des femmes musulmanes sont plurielles. Et en réalité, on a une ambition bien plus grande chez La Lab. C'est de faire en sorte que les femmes puissent librement choisir ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent être. Et donc la question que j'ai à vous poser, elle va en ce sens. Dites-moi, quelle société vous voulez construire? Est-ce une société où l'on impose aux femmes ou une société où les femmes choisissent? Nous, on a choisi, nous, on se bat au quotidien pour que les femmes puissent marcher dans la rue, la tête haute, sans craindre d'être jugées, discriminées ou violentées en raison de leur genre, de leur physique, de leur orientation sexuelle, mais aussi de leur origine et de leur appartenance religieuse. Jusque-là, Bouchra, tout va bien là, hein? Tout à fait, oui, pour son discours, oui, tout à fait. Je rejoins exactement ce qu'elle dit. C'est clair que. Alors on écoute la réponse de Valls. Oui, c'est ce qui va m'hérisser. Avec vous, je n'ai pas à juger le choix que vous faites, c'est le vôtre. Vous dire que vous, comme moi, nous avons une chance incroyable, c'est de pouvoir débattre, c'est de vivre dans ce beau pays qu'est la France. Et c'est quoi la France? La France, c'est un pays aux racines chrétiennes. C'est un pays qui accueille la plus vieille communauté juive de France. C'est le pays où l'islam est le deuxième culte. Et donc l'islam fait partie de notre identité intime aujourd'hui. C'est le pays de 1789, de la déclaration des droits de l'homme, de la déclaration qui a parlé au monde. C'est le pays de la loi de 1905, c'est-à-dire de la séparation de l'État et des cultes. C'est tout cela la France. Mais, moi je vais vous parler très honnêtement et très franchement, je m'inquiète. Je m'inquiète d'une mode qui est en effet celle d'un voile revendiqué. Je connais suffisamment les choses. J'ai été élu de ces quartiers populaires. J'ai dialogué avec des femmes et avec des jeunes filles qui portaient ou non le voile. Je ne confonds pas le voile des mamans. Si je puis me permettre. Je vais aller jusqu'au bout. Des mamans, des grands-mamans, un voile traditionnel. Mais il y a aujourd'hui, oui, un voile porté comme un étendard politique. Et le message, puisque vous me parliez tout à l'heure, et j'ai bien entendu ce que vous disiez. Alors je m'arrête un instant pour, apparemment, d'après ce que dit Valls, donc il y a le voile que portaient les mamans, qui est un voile traditionnel, et donc toutes les jeunes femmes qui portent le voile selon Manuel Valls, et à titre revendicatif. Pas du tout. Très déjà, moi, j'aime pas le terme du voile parce que c'est pas un voile en fait, c'est un foulard. Le voile, si la description, c'est le voile, c'est qui voile le visage comme un rideau ou autre. Donc voilà. Et je vole pas au secours de Valls, mais après. Je peux moi aussi comprendre qu'il y a une certaine forme de défiance chez certaines à porter le voile parce que ils ont même pas encore compris l'essence même de la spiritualité. Ça c'est autre chose. En fait, il faut pas mélanger. Il généralise. Lui, il généralise en fait. Ouais. Alors que malheureusement, c'est vrai qu'il y a il y a un phénomène de mode. Moi, je dirais, il y a aussi un phénomène de mode. Faut pas non plus se leurrer. Faut pas le nier. Faut pas le nier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec quand il parle de phénomène de mode. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que là, il généralise.
pour lui justement ce phénomène de mode, voilà. Et le problème c'est que ces jeunes femmes qui le portent, personne les a obligées, elles le portent parce que justement, je pense que c'est dans la, je veux dire, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les jeunes sont vraiment dans l'apparence, voilà, exact. Que ce soit c'est chez les jeunes filles ou les garçons, donc c'est vraiment voilà. C'est très intéressant de faire cette distinction. Donc selon lui, il y a le voile que portaient les mamans, les personnes âgées en l'occurrence, qui est un voile traditionnel, et toutes les femmes, visiblement jeunes femmes, qui le portent aujourd'hui. Pour lui, voilà, il y avait jamais eu de soucis, c'est parce qu'elles ont des revendications à faire. On continue. Non, elle est diversifiée. On continue d'écouter Valls. Le message, parce que c'est ça qui m'intéresse, vis-à-vis de ces jeunes femmes, de ces femmes, de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui n'ont pas réussi comme vous, ou qui sont aujourd'hui dans ces quartiers populaires où il y a donc le machisme. Donc il faut réussir pour pouvoir avoir la capacité de réfléchir par soi-même. C'est pas ce que je veux dire, mais où il y a ce machisme, cette influence du salafisme des frères musulmans, cette réalité que l'on connaît. Dans ce très bon reportage de France 2 il y a quelques semaines, où on interdit à des femmes les espaces publics. Moi aussi je suis féministe. Moi aussi, je suis profondément féministe. Et je vois la violence exercée sur les femmes. C'est bien d'avoir écouté Bouchra. Aujourd'hui, pas seulement dans les quartiers populaires. Non, je disais, c'est bien d'avoir écouté Bouchra, Manuel Valls. Il est lui aussi féministe et il s'inquiète du fait que les femmes soient interdites dans certains lieux. Oui, justement, je vais revenir. De toute façon, je vais faire un avis tranché sur la place des femmes dans l'espace public, justement. Mais ce qui serait intéressant de rappeler quand même à Manuel Valls, c'est qu'il existe dans d'autres communautés, pour ne pas les citer, les communautés juives, où il existe des créneaux séparés dans les piscines, par exemple, où il y a donc les femmes qui ont un créneau particulier et les hommes un autre créneau. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas, non. Alors, on continue d'écouter un petit peu ou on arrête là? Oui. Vas-y. Ok, d'accord, très bien. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Donc le féminisme, je le partage, cet engagement. Mais je suis inquiet de cette mode. Et puis, vous savez quand même, dans d'autres pays, je pense à la Tunisie, je pense à l'Iran, des femmes à qui on a imposé le voile se battent précisément pour l'enlever. Donc, vous savez, on disait tout à l'heure quelles étaient mes convictions. Le discours qu'on entendait tout à l'heure, il avait que quelques semaines. Là-dessus, je n'ai pas changé. Je suis pour le dialogue. Emmanuel Valls, je pense que nous avons une chance inouïe de pouvoir dialoguer dans ce pays. Justement. Mais attention aux messages, y compris Manuel au Valls. vôtre, à celui que vous faites passer aux jeunes femmes et aux jeunes filles dans ce pays. Elle n'est ni maman ni grand-maman, Atika Trabelsi. Elle porte le voile par choix, elle l'a répété au début. Bien sûr. Juste le début de son intervention, quand elle a dit que quand elle vous entend, elles se sont humiliées et blessées. Est-ce que vous, il y a des propos que vous regrettez? Est-ce que le voile est un asservissement de la femme? Vous regrettez ce genre de propos? Dans le débat que j'avais, je parlais du voile intégral, des choix qui ont été faits. Nous avons des lois qui ont été votées par la représentation nationale en 2004 sur l'interdiction des signes religieux, de tous les signes religieux à l'école. Il y a une loi qui a été votée, je l'ai votée en 2010, interdisant le voile intégral dans l'espace public. Moi, au contraire, je pense que la laïcité, celle que j'évoquais, mais la libération de la femme, de toutes les oppressions, et puis, allons jusqu'au bout de cette discussion. Vous faites un choix, je le respecte, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette idée que les cheveux, que le visage, que le corps d'une femme serait impudique? Moi, je fais partie d'une génération, et nous voyons bien aujourd'hui sur notre sujet où les femmes cherchent à se libérer. Allez-y, vous avez grand plaisir. On écoute la réponse d'Atika, c'est intéressant. Comme je disais tout à l'heure, donc je suis femme, je suis féministe et je suis libre. Et ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque vous parlez de la femme en général, déjà il n'y a pas une femme. Non. La femme n'est pas un bloc homogène. J'aimerais vous dire, à chaque fois que vous parlez de cette femme, vous ne m'incluez jamais dans vos discours. Vous excluez une partie de la population. Donc dès lors que vous parlez de la femme, pensez à toutes ces femmes qui, comme moi, semblent être des exceptions, puisque vous les excluez. Et quelque part, j'aimerais me reconnaître dans votre message. En tant que femme, je devrais pouvoir choisir librement par moi-même. Et je continue, monsieur. Allez-y. Donc vous parliez tout à l'heure d'égalité. Vous disiez être passionné d'égalité. L'égalité, effectivement, en tant que féministe, je suis féministe pro-choix. C'est-à-dire que je suis pour un féminisme qui vise à reconnaître, qui permettrait aux femmes d'être librement et de librement ce qu'elles veulent être, de choisir en toute liberté ce qu'elles veulent être. Voyez? Et à partir de là, nécessairement, en fait, lorsque je vous écoute, je ne me reconnais pas en votre message. Et d'ailleurs, vous m'avez également parlé de l'étranger.
Il s'avère que on pourrait en parler, mais je trouve inapproprié sur ce plateau d'en parler, puisque le sujet, aujourd'hui, c'est mon histoire et celle de femmes françaises voilées que je connais. Pourquoi je vous ai parlé de l'école? Voilà. Alors on va s'arrêter là parce que évidemment Ouais, c'est pas il parle longtemps. voilà. Mais je peux rebondir sur alors les un propos petit de Valls commentaire sur vous, pour vous deux et avant d'en terminer. Ok, ben pour dire Valls tout à l'heure, bon je l'ai pas défendu, mais après il part un petit peu dans tous les sens, hein, il fait languille, hein, je m'en doutais. Tout à l'heure j'ai regardé la vidéo sur Facebook, j'ai décroché parce que je savais qu'il allait entraîner le débat sur un terrain qu'il affectionne, hein, la démagogie, parler de par exemple là je viens de capter l'impudeur, ou je sais pas ce qu'il a, voilà le terme qu'il a employé, alors qu'au début du siècle les femmes en France elles étaient très couvertes, les mœurs elles ont changé au cours des dernières générations, donc c'est du baratin ce qu'il dit, donc ça vaut pas la peine d'écouter. Après je finis sur le sujet du voile, il y a une diversité dans le port du voile. Il y a des gens qui le font par spiritualité, par essence, il y en a d'autres qui suivent des modes, voilà, mais dans l'ensemble il faut respecter le choix de chacun. Celui qui veut, il fait ça pour une mode. C'est comme l'histoire des chacun terroristes. Fait ce qu'il veut, voilà. Chacun fait ce qu'il veut de son temps, qu'il importune pas les autres, il fait ce qu'il veut, donc voilà. Et puis à un moment quand il a parlé, à savoir un sujet moi qui est très sensible et qui me concerne, concernant les violences faites aux femmes, il a dit ça comme si c'était que des femmes voilées qui mouraient justement sous les coups de leurs conjoints. Non mais faut arrêter. S'il regarde au niveau des chiffres, la plupart des pourcentages, enfin la communauté musulmane est bien loin de. La violence faite aux femmes n'a pas de nationalité. Hein. Oui, n'a pas de nationalité ni de religion, et justement, et puis s'il regarde, enfin voilà. Par contre, oui, il faut rappeler aussi, il faut rafraîchir la mémoire en termes de droit aux animaux aussi. Hein. Il faut dire que Manuel Valls, il est pour la tauromachie et il soutient fermement la tauromachie. Ah oui, donc il aura pas ta voix en tout cas. Ça c'est sûr. Hein. Gaël. Oui. Tu me promets de revenir avec Linda? Oui, promis. Pour que vous me passiez un petit peu des petits sketchs là en direct? Ouais, pas de problème. Alors, en tout cas, on peut vous voir demain soir. Elle sera guérie demain? Est-ce qu'elle est contagieuse? Est-ce qu'elle est contagieuse? Non, elle est finie la période d'inquiétude. En tout cas, c'est à voir, hein. Vraiment, si vous voulez vous éclater. J'ai eu la varicelle, si vous voulez vraiment passer un bon moment, allez au théâtre du Gymnaste à partir de 21h30 demain. Ça se passe tous les jeudis soirs et tous les samedis soirs en première partie de Patson, donc c'est fou rire garanti. Franchement, j'ai eu un véritable coup de cœur pour toi, Gaël et Linda. Merci. Les deux à la fois, et vraiment c'est très sympa et c'est très prometteur. Est-ce qu'il y a l'écriture peut-être d'un nouveau spectacle? Oui, en cours de préparation là, bientôt ça va arriver là. Non, même pas très vite là. Vous allez découvrir le spectacle en entier. Ouh là là, c'est la fin de l'émission, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, Gaël, je te souhaite bonne chance et sinon tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je travaille en événementiel. Ah d'accord. Presse. Ah très bien. Du coup, t'as pas de mal à te promotionner alors. Voilà. Ouais, très bien. Bon, en tout cas, bon courage et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Gaël. Merci beaucoup Bouchra. Merci à toi Christophe. Badr, à très vite. Merci. Mon pote. À très vite, hein. Ouais. À très vite, hein. Et puis on se retrouve dans un instant avec donc l'interview que on va vous faire écouter de la réalisatrice palestinienne qui était le coup de cœur de Tarek Mami dans un instant, une interview réalisée sur nos confrères de RFI. On va parler aussi avec Amar pour l'éphéméride et puis de sport et de télé bien sûr. Il est 18h02. Bon début de soirée, bon week-end. L'actualité le rappelle, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine.